Paul-Antoine Martin, j'ai 57 ans, j'ai fait paraître il y a 1 an et demi un livre qui s'appelle Le clan des seigneurs et qui raconte la psychologie, la façon de penser, la façon de voir le monde des très hauts fonctionnaires que j'ai pu côtoyer pendant une douzaine d'années. Donc c'est assez édifiant. Tout est vrai dans ce que je raconte, hein. C'est un peu romancé, mais ça permet une lecture plus aisée en fait, hein, de ce que je veux démontrer. Et bon, j'ai eu des centaines et des centaines de messages, des politiques m'ont écrit. Le livre a été lu à l'Élysée, je sais, puisque Macron a fait une allusion à ce que j'avais montré. Et Édouard Philippe aussi, tu vois, et j'ai bien suivi. Hein. Et Édouard Philippe aussi, tout à fait. Et d'autres politiques. J'espère qu'ils ont eu mal en le lisant, non? Quoique. Je sais pas, ils ont pas souvent mal, tu sais. Et c'est ça le problème, oui. Le pervers Voilà. ne se reconnaît pas. Non, et je pense qu'on va en parler justement ce soir. Alors, c'est à partir de cette expérience que je déroule en fait ma pensée depuis quelques mois. Et manifestement, ce que je vois, c'est que un peu la modélisation, hein, que j'ai pu faire de leur façon de penser, en tout cas, elle est confortée tous les jours par ce que je vois, par les nouvelles que j'entends, par leur façon de s'exprimer, par leur façon de mentir, de renvoyer les accusations, etc. C'est permanent, comme tu disais, c'est un bombardement. On est dans les inversions accusatoires permanentes, on est dans les mensonges, on est dans de la manipulation, bon, c'est permanent et ce sont les méthodes des pervers. Alors, on est effectivement dans un univers très, très perverti, très, très infiltré par la perversion. Euh, et c'est le déroulement effectivement de ma pensée depuis environ un an. D'ailleurs, si tu permets la petite remarque, en fait, ce que toi tu nous expliques, c'est que c'est structurel. Hein, c'est Bien, consubstantiel des institutions dans lesquelles dont nous dépendons. non, c'est pas consubstantiel des institutions. C'est une dérive. C'est une dérive parce Ah que d'accord. Ouais. Tu vois, je l'analysais comme ça, moi. J'avais l'impression que cette dérive avait quelque chose de fatal, non, qu'on ne pouvait pas y échapper. Tu vois, c'est très bien que tu me recadres parce que j'avais pas tout à fait compris ça. je m'étais peut-être mal exprimé. Non, non, c'est pas fatal. C'est aujourd'hui, bon, on voit bien comment dire, la vague de perversion qui inonde la société. Alors c'est quelque chose qui est progressif, hein, depuis quelques décennies, mais là depuis une dizaine d'années, c'est phénoménal et c'est jour après jour de façon plus importante, on va dire. Alors non, ce que je pense, c'est que et ce que j'ai voulu démontrer, c'est que jusque dans les années, on va dire 70-80, on avait une utilisation, un fonctionnement sain de nos institutions, et la perversion, ensuite par la corruption qui s'est installée dans nos institutions, a fait aujourd'hui complètement dérailler le système, et l'a complètement perverti, l'a complètement... et aujourd'hui, on est effectivement dans un système qui est euh, totalement perverti, totalement corrompu. On n'a aucun contre-pouvoir. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour des comptes, tout ça est aux mains en fait de copains qui sont nommés uniquement parce qu'ils sont tenus par des casseroles, par des retours d'ascenseur, par des avantages. Et tout ça fait que le peuple n'est absolument plus pris en compte par nos institutions. Et ce que prennent en compte nos institutions, c'est la, l'impunité du pouvoir. Voilà, donc c'est une caste qui s'est installée et qui s'est construit une irresponsabilité, une impunité qui, pour le coup, aujourd'hui, elle est systémique, mais elle n'est pas fatale. Elle est aujourd'hui installée parce que le peuple s'est complètement dessaisi de la chose publique et de la politique. C'est d'ailleurs ça qui m'avait un petit peu induit en erreur, et c'est absolument pas induit en erreur, hein, j'ai pas dit enduit, parce que je peux m'enduire d'erreur, ça serait une drôle de peinture, on me verrait arriver de loin. Ma langue a fourché, pardon, mais c'est très drôle comme lapsus. Non, ce qui m'a donc induit dans la mauvaise direction, c'est que quand tu dis toi-même que c'est systémique, moi par exemple, tu vois, j'ai tendance à penser, mais j'ai probablement besoin d'être un peu éclairé là-dessus,
que c'est consubstantiel même de la conception de nos institutions. C'est-à-dire que je te donne un exemple bateau, pour moi, le fait que l'on laisse prospérer les partis avec ce mode de fonctionnement en l'état ne peut que pousser à une forme d'hystérisation du débat et reproduire des petits chifaillons toxiques, puisque c'est les plus toxiques, les plus à même de faire de l'intrigue, qui gravissent naturellement les échelons des partis, du pouvoir, etc. Et moi je dis voilà, on fabrique des toxiques. Moi en plus j'ai fait une prépa et une grande école, et je peux dire vraiment que dès la prépa, on nous met dans une espèce on crée une sorte de panier de crabes artificiellement pour lequel ces jeunes-là ne sont pas prêts. Et ils s'entretuent dès la prépa, tu vois, en faisant le récit d'ailleurs hyper glauque de tous ceux qui échouent en prépa, etc. Ils sont en concurrence les uns les autres. Je me rappellerai toujours mon académicien préféré, Jean Guiton, qui est mort à 104 ans, je crois, parlait de ce système en disant « c'est un système qui leur promet la terre et qui les épuise ». Il dit ça dans un livre dans lequel justement il donne des conseils aux étudiants. Ce livre que je conseille à tout le monde, qui est magnifique, c'est un livre de sagesse, s'appelle « Le travail intellectuel ». Ça a l'air comme ça vachement sérieux, mais c'est hyper agréable à lire, je conseille. Et dedans, voilà, il y a toute une série de développements sur cette souffrance, en fait. Et lui-même dit que c'est ce qui fabrique des toxiques. Donc j'ai du mal à me départir de ça. Et j'aimerais peut-être, alors avant de revenir au sujet que tu as proposé pour ce soir de comment se renforcer, juste s'attarder encore un tout petit peu sur cet aspect de ta pensée pour comprendre ce qui fait que selon toi c'est pas totalement consubstantiel du système, pour que tu nous dises ou à quel moment chronologiquement ça a dérapé selon toi, et à quel moment et pourquoi c'est devenu pourri. Et parce que si tu penses ça, c'est que peut-être aussi tu peux nous donner l'espoir que cela soit correctible. Mais complètement, en fait, c'est exactement ça. Alors, je continue effectivement sur ma lancée, et je disais donc, si c'est systémique aujourd'hui, c'est que ça envahit tout le système. Non pas que c'est fatal, ça envahit tout le système parce que justement, on ne s'investit pas, nous, citoyens, dans le système. Et c'est à nous de le faire vivre, c'est à nous de le contrôler. Aujourd'hui, on ne le contrôle plus, on le laisse vivre et on le laisse évoluer comme il en a envie, et fatalement, pour le coup, il avance vers la corruption, puisqu'on leur laisse l'argent public, la disposition de l'argent public, on leur laisse tout un tas de magouilles, tout un tas d'absence de contrôle. Ils ne sont plus contrôlés. Quand je disais tout à l'heure que les institutions qui sont les contre-pouvoirs du pouvoir exécutif sont aujourd'hui aux mains de copains et de coquins, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucun contrôle, nous, à la fois sur les nominations, mais sur ce qui va se faire. Quand on entend, par exemple, je donne un exemple, Moscovici qui dit « J'assume complètement la décision antidémocratique que j'ai prise, qui est de repousser la parution du rapport sur l'immigration avant, je crois que c'était avant les européennes ». Là, on est vraiment dans un cas de... Oui, au prétexte qu'elle aurait favorisé les extrêmes. Exactement, on est dans un cas de collusion totale. C'est pas à lui de prendre ce genre de position, et c'est pas à lui de décider ça. Voilà. Donc, on est, nous, aujourd'hui, dessaisis, parce qu'on s'est dessaisis du fonctionnement des institutions, et aujourd'hui, on n'a que les yeux pour pleurer, et les pervers, pour le coup, parce que ce type de fonctionnement va promouvoir les pervers, comme tu le disais, et les pervers se retrouvent au pouvoir. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez classique, effectivement, comme tu le disais, en prépa, c'est aussi un système qui je sais pas si ça construit les pervers. Ah, moi, j'en suis intimement persuadé, mais ce n'est que mon témoignage. En tout cas, ça les promeut. Ouais, très bien dit. C'est-à-dire que ceux qui... Très bonne, tout à fait. Ça ne les fabrique peut-être pas, mais ça les promeut. Et ça, oui. Alors là, oui. Voilà. Je dis mon vécu, juste après, on pourra me donner tort. C'est mon vécu. Mais c'est le mien aussi. Et pourtant, franchement, je sais que quand on dit ça, c'est qu'on est une victime, d'accord ? Souvent. Pas dans mon cas. Je sais pas pourquoi. Moi, mes années de prépa, tout le monde a dit que j'étais un martien. Moi, je les ai vécues comme le bonheur ultime.
En même temps, vous commencez à me connaître. Je veux dire, moi, quand je suis le genre de gars, moi, je suis heureux dans le boulot, quoi. Il n'y a pas de souci. Bon. Mais donc, j'ai un peu plané et je suis vraiment le seul élève, en plus de ma prépa, qui a eu toutes les écoles. Donc, si vous voulez, je rentrais chez moi, je bossais, j'étais heureux, j'avais même ma petite copine et tout. Donc, je peux vraiment vous dire, je fais pas partie de ceux qui ont été détruits par les pervers. Et c'est peut-être ce qui m'a permis de les observer. Je les regardais, j'étais hyper solitaire, hein, j'évitais tout le monde. Voilà, je bossais, je faisais ma life. Mais je voyais les gamins s'entretuer, quoi. Je les voyais s'entretuer. Le truc qui m'a marqué, c'est une fois, il y en a un qui était, parce que je commence à être dans la senioritude, donc à l'époque, je faisais la prépa, il n'y a même pas les téléphones portables, et il y en a un qui était dans une cabine téléphonique à pièce, et j'entendais sa voix fondre en larmes en parlant à ses parents. Et c'était celui qui, en revenant dans la classe, était un des plus virilistes, bombait le torse, puis cassait les autres, etc. Mais l'envers du décor, il n'a pas su que je l'avais entendu pleurer, j'avais de la peine pour lui. Et je voyais ça, en fait. C'était atroce. Atroce, atroce, atroce. Et les profs qui mettaient une couche derrière. Donc non, moi, je prétends que le culte de la performance dans sa version la plus toxique émerge dans cette institution, quoi, qui est la prépa et qu'apparemment, soi-disant, le monde entier nous envie. Mais elle a quand même des excès. Voilà. Donc, effectivement, ces pervers, pourquoi ça promeut les pervers ? Parce que on est obligé, moi je l'ai vécu aussi, on est obligé, alors on y participe plus ou moins ou pas du tout, à l'ultra-compétition, à l'ultra-hiérarchisation des personnes sur un unique paramètre qui est les notes en maths ou en physique ou en je ne sais trop quoi. Et ça fait perdre complètement l'épaisseur humaine. Voilà. Et c'est à ce moment-là que ça devient pervers. Quand on perd effectivement l'épaisseur humaine, la compréhension que on est des humains, la compréhension qu'il y a pas que la compétition, la performance machiniste, la performance mécaniste en fait d'une réflexion, ça c'est pervers pour le coup. C'est pervers parce qu'on n'est pas fait pour ça. Alors évidemment, quand on voit les très hauts fonctionnaires, hein, c'est ce que j'évoque dans mon livre, qui eux sont issus des plus grandes écoles, sont issus même à la fois des meilleures écoles, mais aussi des meilleures places de sortie. C'était le cas de l'ENA, c'est le cas de Polytechnique, c'est le cas de Normal Sup. On rentre au corps des ponts, corps des mines, corps de l'inspection générale des finances, corps de la Cour des comptes ou le Conseil d'État, uniquement en sortant dans les tout premiers. Et on ne peut sortir dans les tout premiers. Alors, on peut être un génie, absolument, mais on peut être aussi un moyen dans cette catégorie-là qui a besoin d'écraser. Voilà. Et qui a besoin de considérer que le savoir est le seul salut, on va dire. Moi, pour te donner un feedback donné par un directeur d'école, l'école HEC, le directeur s'appelait Thésnas Dumoncel. Il a dit un truc face caméra en plus. Je m'occupais de la petite association vidéo de l'école, donc j'étais aux premières loges et pour un petit entretien que je faisais avec lui, comme ça, pour le campus, il a dit « Vous avez tous besoin d'échecs. Vous avez besoin d'échecs. » Et j'ai l'impression que c'est ça le sujet. C'est que on n'a pas forcément face à nous, de manière systématique, des toxiques. Tu as raison, ça les promeut. Moi, je pense quand même que à force de combattre le dragon, on devient le dragon. Donc, dans un environnement ultra compétitif, on peut avoir, surtout quand on est trop jeune pour l'affronter avec ce niveau d'intensité, il se peut que ça forge un caractère, une psychologie un peu particulier. C'est tout à fait possible. Parce que clairement, pour être passé par là, je peux témoigner du fait que ça rend un peu obsessif des résultats. D'ailleurs, c'est très drôle quand on arrive dans une école, les premiers sujets de conversation, c'est combien tu as eu dans telle et telle matière. C'est complètement puéril. C'est touchant aussi, parce que tu vois qu'il y a des gamins qui ont souffert pour arriver là, tu vois. Leurs parents les ont soutenus, les ont financés. C'est beau, il y a des beaux combats. Mais il y a une obsession de la performance qui est aussi basée, il faut rentrer dans la finesse aussi des matières enseignées. Les bons généralistes dans ces grandes écoles apprennent la rhétorique, souvent la plus creuse.
Hein, il manque le petit supplément d'âme qu'on découvre en vieillissant. Et donc, ils sont d'emblée dans une manière de construire une pensée dialectique bien faite, hein, c'est intéressant, mais qui n'a pas toujours de la substance autre que la préoccupation, si tu veux, de sortir les faits et chiffres qui sont adaptés, qui permettent d'avoir une bonne note. C'est pas évident. Et c'est normal, parce que c'est l'âge. On n'est pas tout à fait mature pour ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que, de facto, on arrive dans des écoles qui, après, aggravent le problème. Pourquoi? La première des choses que te disent les profs en arrivant dans tous les domaines, beaucoup de profs en tout cas, au moins 1 sur 2 honnêtement, hein, c'est vous êtes là parce que vous êtes les meilleurs et patati et patata. Hein, vous êtes les loups dans la steppe commerciale de l'écosystème de l'an 2000. Hein, ils te parlent comme ça. T'es tout jeune, ça te monte à la tête, c'est une catastrophe. Et donc tu as tendance à mépriser le reste du monde. Et la formalisation même des cours est basée sur une vision du monde en système, en organigramme. Eux sont immédiatement sensibilisés au fait qu'ils sont au sommet de la pyramide. Et certes, ça part pas toujours aussi là non plus d'un mauvais sentiment parce que c'est une manière de les responsabiliser. Sauf qu'ils ont tendance, surtout dans les écoles comme l'ENA et Sciences Po, à percevoir le reste du monde comme la biomasse humaine qu'il faudra orienter malgré elle. Nous sommes l'élite, les autres sont les gueux, ils ne savent pas, nous savons, on nous a préparés à être indulgents envers eux, peut-être même que justement dans ces écoles tu as beaucoup de gauchisme, mais c'est souvent une sorte de fantasme fait de bonne conscience qui n'est pas en prise avec le réel, hein, qui est fondé quand même sur une forme d'arrogance. Donc voilà pourquoi moi je pense qu'on les construit dangereux, parce que extrêmement centrés sur leurs résultats, toujours en proie à cette espèce de petite anxiété qui est je dois émerger parmi les meilleurs, parce que cette compétition ne s'arrête jamais. C'est ce qui amène d'ailleurs Hollande à dire, hein, Trias Varela le dit dans son livre, elle dit que Hollande lui dit un soir, confident sur l'oreiller, pauvre Fabius, il n'a pas réussi à être président de la République. Enfin, je veux dire, incroyable quoi. Donc on voit bien en fait que ces gens-là ont une sorte d'horizon indépassable d'eux-mêmes qui est je dois prouver au reste de ma communauté à l'intérieur de mon écosystème que je suis encore le meilleur alors même qu'ils n'ont même plus de preuves à faire, tu vois, c'est ça mon point, ils n'ont plus de preuves à faire. Mais à l'intérieur de cet écosystème aliénant, ils continuent à essayer de briller les uns envers les autres et de rechercher cette forme de reconnaissance suprême qui est j'ai gravi tous les échelons quoi. Voilà, et c'est ça qui fait selon moi une société très dangereuse. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ils ont encore beaucoup à prouver. Ils ont encore beaucoup à prouver parce qu'ils sont sortis du système scolaire et ils sont rentrés dans la vraie vie. Oui, non, mais en fait, on est d'accord. Ils ont beaucoup à prouver, subjectivement parlant. Ce que je voulais dire, c'est que tu peux te calmer une fois que tu as fait l'ENA. C'est ça que je veux dire. C'est tu peux dire, OK, c'est bon, j'ai atteint un certain palier et c'est pas comme s'il n'y avait pas des élèves qui étaient plutôt raisonnables, etc. Mais il y en a qui ne perdent pas, si tu veux, ce pli intellectuel, obsessionnel de l'ambition. C'est ça que je veux dire. Voilà. Oui, d'accord. Alors, il y a ce pli de l'ambition, mais il y a aussi ce que tu disais tout à l'heure qui est intéressant, c'est la question de l'échec, qui aujourd'hui, qui en France est perçue de façon extrêmement négative. Et ce groupe d'individus ne peut pas échouer. Donc, ils vont de toute façon reconstruire le réel pour démontrer qu'ils n'ont pas échoué. Et c'est ce que nous vivons. Et c'est ce que nous vivons en permanence. Nous sommes dans une, dissonance cognitive permanente où nous voyons l'échec, eux nous expliquent leur réussite. Donc c'est là qu'on a un véritable problème puisque là on est dans une perversion qui est caractérisée et nous avançons avec un pouvoir et des institutions qui sont aux mains d'individus plus ou moins pervertis par à la fois ce qu'ils ont pu vivre par leur école, par le statut qu'ils ont acquis, par la caste dans laquelle ils évoluent. Et ils évoluent dans un entre-soi. Ils ne connaissent grossièrement que des gens qui évoluent dans la même caste qu'eux. Donc ils pensent tous la même chose. Et vraiment, on les a imprégnés de cette idée qu'il fallait qu'ils restent entre eux parce que le peuple, là en dessous, c'est poisseux, quoi. C'est embarrassant, oui. C'est pathétique, c'est gênant, c'est lourd, ça réfléchit pas bien. Aussi, c'est ça le vrai sujet aussi. J'ai une anecdote. J'ai rencontré un journaliste suite à une interview qui me disait, vous savez, j'adhère complètement à ce que vous dites parce que mon père a fait l'ENA et il est sorti très très bien de l'ENA, donc il a fait une très belle carrière. Mais il était issu donc d'un milieu très pauvre, très modeste, très pauvre. Et aujourd'hui, donc ça c'était juste après les Gilets jaunes, quand il a vu les Gilets jaunes, il n'avait de cesse d'en parler de façon extrêmement négative et extrêmement péjorative.
Donc il avait complètement perdu, comment dire, son terrain d'extraction, là d'où il venait, et il n'avait aucun respect non plus, effectivement, ce qui est encore pire, de là où il venait. Ce qui est vraiment dramatique pour ces gens qui se retrouvent finalement sans racines, et c'est tout à fait caractéristique aussi de ce que nous vivons, c'est-à-dire que des individus qui méprisent à la fois les racines françaises, qui méprisent notre histoire, qui méprisent nos traditions, qui méprisent nos grands repères historiques, etc., etc. Parce qu'effectivement, ils sont rentrés dans une sorte d'univers ultra éthéré, dans un entre-soi qui leur permet effectivement de vivre hors sol, en fait. Voilà. Donc, tout ça, c'est pervers. Tout ça, c'est pervers. Et comment on fait c'est pervers et surtout propice au développement d'une forme de narcissisme, hein, parce que quand on passe toute ta post-adolescence à te dire que tu es génial et que tu as réussi, ça présente des risques. Encore une fois, j'insiste, tout le monde n'est pas si faible qu'il tombe nécessairement dans ce piège. Hein, j'ai rencontré des très belles personnes qui étaient conscientes en plus du privilège qui était le leur d'être dans de grandes écoles. Mais je pense vraiment justement, et c'est là ton sujet, c'est que les plus à même de développer cette fibre toxiques et hyper égocentrés, eh bien, sont propulsés. Et voilà une confirmation de leur supériorité intellectuelle. Donc, ils te balancent en permanence le diplôme, pas pour dire « je veux te le mettre à disposition », qui que tu sois que je croise sur mon passage. Moi, par exemple, j'avoue, je suis très fier d'avoir fait des écoles, je suis resté critique, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un motif pour me replier sur moi-même et au milieu de ces groupes. Et d'ailleurs, je suis totalement exclu des cercles d'anciens, de façon assez spectaculaire, surtout au travers de tous mes engagements. Mais voilà, je le revendique. J'estime que cette étiquette doit me rendre aussi humble que possible au service des autres, sans que ça soit simplement des mots. Maintenant, ceux que je croise je ne sais pas s'ils sont les plus nombreux, je n'ai pas d'idée sociologiquement parlant, je n'ai pas mesuré ce qu'est leur proportion, d'accord ? Mais il est évident que lorsqu'on crée une élite comme ça, il y a ce risque que certains pervers gagnent en narcissisme, et soit d'autant plus dangereux que ça les rend intouchables. C'est-à-dire que, sortant très jeunes de l'école, ils n'ont quasiment plus aucune preuve à faire, si ce n'est, encore une fois, comme tu l'as dit, à eux-mêmes et à leur écosystème. Moi, je peux vous raconter des dizaines d'histoires de gens qui sortent et qui pantouflent, qui disent là, j'ai pas bossé, ils m'ont viré, j'ai retrouvé facilement un autre job. Tu sais, c'est quelque chose qui est contre-intuitif et très peu connu. Mais tu as beaucoup de fumistes sortant des grandes écoles, se disant maintenant que j'ai eu le diplôme, j'ai plus trop d'efforts à faire, et qui pantouflent littéralement et qui bossent pas beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui est très rarement évoqué. Parce qu'ils sont protégés, surprotégés en France par le diplôme. Je crois fort heureusement que c'est en train de changer, parce qu'on valorise de plus en plus... Non, je pense quand même qu'avec les réseaux, il y a des autodidactes qui émergent. Il y a des succès, il y a des gens qui se feraient un chemin dans ce monde qui est différent. Et je suis tout à fait d'accord avec Gary Vaynerchuk, qui est un gros influenceur américain, qui dit même Harvard est en train d'être obligé entre guillemets, de se réinventer et de se positionner comme une marque prestigieuse, mais elle sait qu'elle n'a plus tout à fait la même autorité. Parce qu'il y a des gens qui réussissent très bien, qui se retrouvent en une de Time Magazine en étant des autodidactes. Alors tu vas me dire, c'est plutôt l'anglosphère et la méritocratie à l'américaine, mais je pense que c'est tout doucement en train d'arriver quand même en France. Et je crois d'ailleurs que c'est ce qui amplifie la toxicité des pervers, selon moi, qui se sentent de plus en plus menacés. Un pervers devient dangereux quand il se sent menacé. Là, le petit peuple a des moyens de communication dont il ne disposait pas avant. Rappelez-vous, il y a 20 ans, quand tu passes dans un magazine et que tu expliques l'alpha et l'oméga de ta super doctrine de vision du monde, il n'y a pas beaucoup de monde pour te contredire. Maintenant, tu fais un tweet, tu as des contradicteurs. Ça change un peu tout. Et à côté de ça, tu as aussi des gens qui émergent, qui sont puissants, qui sont brillants, et qui sont devenus puissants et brillants par eux-mêmes. Et ceux-là, moi, c'est ceux que j'admire le plus, notamment. Parce que je trouve que c'est un procédé, un processus de sublimation par excellence. Ils partent avec tout contre eux, parce que nous sommes dans une société extrêmement calcifiée par les diplômes et tu vois ce que je veux dire, un ascenseur social qui est bloqué sur ces gens des grandes écoles, c'est vrai encore en grande partie, mais ceux qui transcendent ça, vraiment, pour moi, ce sont les héros des temps modernes, des écosystèmes d'aujourd'hui, quoi. C'est véritablement ceux-là qu'il faut mettre en valeur un maximum.
Oui, oui, c'est-à-dire que le système de caste, il est doublement euh, pernicieux, c'est-à-dire qu'il produit une pensée unique avec des individus qui évoluent dans un entre-soi, qui n'ont plus rien, effectivement, qui n'ont pas besoin de travailler pour gagner, pour évoluer, pour faire encore plus carrière, etc. Donc ça, c'est une injustice absolument considérable. Et ça produit en tout cas un groupe qui n'est pas créatif. Aujourd'hui, sans créativité, de toute façon, le pays s'effondre. Alors, cette caste déjà produit un groupe non créatif, on le voit bien avec les projets, l'absence de projets que nous avons aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce que nous vivions dans les années 70, 80, 60. Et puis, comment dire, cette caste produit crée un plafond de verre hyper épais, empêchant tout autre individu n'appartenant pas à la caste de justement d'émerger. Et c'est pour ça que je te disais qu'en ce moment, ça va en s'aggravant. Parce qu'ils n'ont jamais été aussi menacés. Je t'assure, hein, je suis retourné dans une de ces écoles faire un cours sur tout ce qui est la notoriété. Alors, c'est déjà un petit peu galvaudé, c'est la e-réputation, mais c'est très important pour les étudiants de ces écoles. Je suis allé faire un petit cours là-dessus. Et vraiment, c'était le sujet. C'est qu'ils disent eux-mêmes que les recruteurs comment dire, sont quasi... Enfin, d'ailleurs, je reprends les termes du prof. J'étais prof invité, il m'a invité. On faisait ça en tandem. Et le prof disait, il y a une sorte d'insensibilisation progressive des recruteurs à ces profils. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'autodidactes qui triomphent en ce moment. Alors je dis beaucoup, en nombre absolu peut-être. Encore une fois, je n'ai pas fait d'études sociologiques solides. Ce que je dis est d'instinct, qu'on me pardonne l'imprécision. Mais c'est quand même un phénomène assez flagrant du point de vue des profs eux-mêmes, qui sont là depuis des décennies, et qui disent, il y a un truc qui change. Les mecs, va falloir vous enlever les doigts du derrière. C'est pas parce que vous sortez le diplôme et le joli CV... que vous allez facilement être recruté. Vraiment, hein, ils doivent faire des efforts. Donc je pense que ça se perpétue autrement au niveau de la caste, qui, elle, se dit, la donne est en train de changer. En plus, on n'a franchement pas bien géré le pays et ça commence à se voir et à se savoir. Et donc, au lieu de gagner en compétences, eh bien, ils gagnent en réflexes mafieux. Je suis d'accord. T'inquiète pas, j'ai fait un petit clap que j'avais oublié de faire au début, et c'est pour caler toutes les sources après. Et c'est une manière aussi d'envoyer la suite, car moi j'ai égoïstement savouré ce petit moment avec toi, comme à mon habitude, la première demi-heure, je me fais plaisir, j'avoue. Hein, bon, enfin maintenant il faut faire plaisir aux autres. Alors il y a d'autres personnes qui veulent monter, je les incite à venir. On n'a pas abordé encore... Mais on va pouvoir développer, bien sûr, mais cette fois-ci, je vais laisser les autres aussi te relancer. On a juste introduit l'univers pervers. Absolument, j'allais y venir. Et comment on réagit à ça ? Ah, voilà, absolument. Donc maintenant, alors, je le dis à la communauté, maintenant, moi, je vais vous laisser prendre la main beaucoup plus, comme d'habitude. Mais s'il vous plaît, je vous demande juste une petite faveur, c'est d'essayer de rester maintenant dans le sujet, parce que là, c'était une première partie qu'on voulait, qu'on s'était plus ou moins mis d'accord avec Paul-Antoine pour évacuer, c'est-à-dire reposer le contexte. Maintenant, le vrai sujet de l'heure et demie qu'on a ensemble, là, hein, c'est une grosse heure et demie, on a fait une demi-heure d'intro, enfin de première partie, poser le contexte. Maintenant, l'heure et demie qui nous reste, c'est quoi ? C'est le sujet qui tenait particulièrement à cœur à Paul-Antoine, à moi aussi d'ailleurs. Comment se renforcer, comment réagir à tout ça. Donc avant que vous puissiez le relancer, je vous demande s'il vous plaît de préparer vos questions en restant un petit peu dans ce sujet. Je rends la parole, le micro à Paul-Antoine pour maintenant faire cette transition et peut-être commencer à nous donner quelques indices sur la manière de renforcer nos âmes. Alors, bon, j'avais pas, comment dire, formulé le mot âme, j'avais formulé le mot esprit. Armer nos esprits et en clin d'œil, réarmer nos esprits, comme dit notre grand timonier national qui réarme tout en ce moment. Alors, dans ce contexte perverti, dans ce contexte de perversion, comment alors on peut se laisser aller, on peut complètement se laisser aller, et on est de plus en plus dans ce cas-là, se poser la question, qu'est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que j'agis ? Alors, le mot agir, c'est quoi ? Beaucoup imaginent que l'action, c'est je renverse la table, je casse tout et je sors les fourches et la guillotine. Je suis pas certain que ce soit la meilleure des méthodes. Alors la question donc, que l'on peut commencer à se poser ce soir, c'est agir, ok, mais qu'est-ce qu'agir et pourquoi faire ? Parce que on peut agir en renversant la table,
mais c'est quoi le projet derrière? C'est quoi le projet? Parce que le projet derrière, s'il n'y a pas de projet, ça peut être encore bien pire. Pourquoi ça peut être bien pire? Parce qu'on a affaire effectivement à un univers pervers avec beaucoup d'individus qui maîtrisent absolument tous les pouvoirs, qui ont une connaissance de la manipulation qui est très élevée, qui sont construits en réseau extrêmement solides, qui ont le pouvoir de l'argent, qui ont le pouvoir de gérer à distance, etc., etc. Donc, partir la fleur au fusil, ça me paraît, comment dire, louable, mais ça me paraît aussi très dangereux, parce qu'on risque justement de leur donner la possibilité justement de déclarer l'état d'urgence et de déclarer justement un état autoritaire, voire pire, totalitaire. Exact. J'ai tweeté alors exceptionnellement en me faisant aider de ChatGPT parce que c'était intéressant justement que ça soit GPT qui donne cette réponse. Pour ceux qui, je vais vous l'épingler pour ceux qui peuvent voir donc depuis mon compte Parisiast. Ce tweet qui date d'hier, une réflexion articulée autour de la révolution versus l'involution. L'involution c'est le contraire de la révolution en termes de processus. Alors, je vous incite à jeter ce petit coup d'œil en diagonale, mais l'involution, c'est le processus par lequel un système ou un individu se retourne vers lui-même pour renforcer ses fondations internes. C'est pour ça que c'est particulièrement pertinent de te questionner là-dessus. Et donc, c'est un concept qui est emprunté à la biologie, à l'anthropologie, réinterprété en sociologie et en philosophie politique, puisqu'en biologie, l'involution, ça signifie un retour à un état plus simple ou originel pour s'adapter à un nouvel environnement. En sociologie et en philosophie, ça fait référence à la transformation qualitative de la société en remettant en question les bases mêmes des structures sociales, culturelles ou économiques. Ce que je veux dire, c'est ce qui m'impressionne tout de même, c'est que nous sommes pas si nombreux à savoir les reconnaître. Et je crois que il y a vraiment un sujet majeur à ce niveau-là. Quand je vois un nombre impressionnant tout de même de Français qui se laissent embarquer par les pervers, qu'ils soient directement au pouvoir ou pas forcément, ou qu'ils soient dans les partis d'opposition, parce qu'ils sont partout, cette incapacité à pouvoir effectivement analyser et comprendre que leur objectif n'est pas du tout l'intérêt collectif, c'est à mon avis, c'est une des premières actions que nous devons mener. Parce que j'ai été extrêmement frappé et construit par la pensée d'Hannah Arendt. Elle démontre, je renvoie à la lecture de Eichmann, le procès d'Eichmann à Jérusalem, qui est vraiment passionnant. Elle démontre ce que c'est que, donc, elle produit pour la première fois un concept qui s'appelle la banalité du mal. Et elle démontre qu'il n'y a pas besoin d'avoir une quantité infinie de pervers pour que la société soit perverse. Il y a besoin que d'une poignée de pervers. Et si ensuite toute une population n'est pas capable de penser par elle-même, n'est pas capable de se faire elle-même son propre avis sur ce qu'elle entend, sur ce qu'elle voit, sur les actions qu'elle observe, à ce moment-là, effectivement, cette population va rentrer dans l'aimantation ou l'aimantation de la pensée des pervers. Et elle se fait vecteur du mal qui, en fait, passe par les pervers au pouvoir. Et c'est ça qui est absolument dramatique, c'est que et on en parlait en dehors du space, Fred, c'est que celui qui ne se révolte pas au mal qu'il voit, il participe. Voilà. Celui qui ne dit pas non... Merci, c'est une des conclusions logiques de mon point. Et la première des choses que va faire le pervers en public, encore une fois, je t'assure, c'est de rabaisser les autres au moyen de tout un tas de rhétoriques qui se veulent éthiques et intellectuelles. Bien sûr. Pour en fait mettre de son côté tous ceux qui n'arrivant plus à penser par eux-mêmes vont se dire tiens, il doit avoir marqué un point quand il dit que les initiatives des autres sont vouées à l'échec, par exemple. Hein, ce qui est souvent un des leviers typiques du pervers, c'est d'essayer de rabaisser l'autre. Ma grand-mère a transmis un petit proverbe familial que ma mère m'a aussi transmis, qui est tout simple, qui dit « L'échec n'existe pas. L'échec est une invention de l'homme pour dominer l'homme. »
Bon, Bon, allez, on prend la Belgicaine qui te pose une question et puis on continue un peu sur le sujet. Ensuite, il y a Ur van Ur et Capiche pourra parler quand elle le souhaite, juste après ces deux invités, deux intervenants qui attendent depuis longtemps. Merci à vous de votre patience. Bonsoir. Vous m'entendez ? Bonsoir et bienvenue, on t'entend très bien, tout va bien. D'accord. Mais je crois que la première chose à faire, c'est parce qu'on n'a jamais eu le pouvoir. La Révolution a remplacé les aristocrates par une élite, enfin par la bourgeoisie, et du coup, le peuple ne sait pas ce que c'est une démocratie, ne saurait même pas la mettre en route, ne peuvent même pas s'imaginer comment serait une vraie démocratie populaire, participative. On ne sait pas. Étienne Chouard en a parlé un petit peu, mais même moi qui essaye de réfléchir à ça, j'ai difficile de pouvoir me mettre une image de ce que serait la démocratie. Il faudrait pour ça que des légalistes, que ce soit des greffiers, la police, que ce soit des juges, puissent aussi participer à cette résistance-là pour construire une démocratie qui serait légale et qu'on pourrait imposer comme légitime à celle qui existe actuellement et qui est dysfonctionnelle. Il faudrait, comment dire, donc on doit réfléchir. Je crois que les Gilets jaunes y ont déjà réfléchi et ils ont fait, je crois, un fameux travail là-dessus sur ce que serait une vraie démocratie, quoi. Ne fût-ce qu'une constitution, parce que la constitution de 1700, je ne sais plus combien, je crois que c'est les francs-maçons qui l'ont construite, ce n'est pas le peuple. Donc même ça, je crois que moi je trouve que les deux premiers amendements américains sont vitaux, la liberté d'expression et les armes pour pouvoir l'imposer si jamais l'État fédéral ou suprême ou supérieur voudrait nous la retirer, cette liberté. Parce que tout commence par la liberté d'expression, de pouvoir entendre toutes les opinions, ce qu'on n'a plus à la télé, et que heureusement les réseaux nous permettent de contourner. Donc voilà, je crois que je ne sais pas comment on pourrait structurer ça, et je ne sais pas si vous avez des idées, si vous y avez déjà pensé. Magnifique intervention en tout cas. Juste avant de passer la main à Paul-Antoine, est-ce que tu sais en quelle année l'école polytechnique a été créée ? La Belgicaine. Non, pas du tout. 1789. C'est l'illustration de ton point. Une élite avec le précepte de l'égalité des chances a émergé à ce moment-là, sauf que ça ne prend évidemment pas en compte, en 1789, il n'y avait pas encore Bourdieu, la reproduction des élites et le fait que ceux qui vont faire Polytechnique sont plutôt naturellement favorisés par leur extraction sociale et donc il y aura naturellement une perpétuation de ces classes en couches sociales successives, quoi. Voilà. Donc c'est le CQFD de ce que tu as dit. Bravo pour ton intervention. Je laisse Paul-Antoine réagir si tu le souhaites, si tu as terminé. Oui, bonsoir. C'est effectivement très intéressant. Je pense que nous sommes très nombreux à nous poser ce genre de questions. Mais par exemple, ce à quoi nous participons ce soir, mais qui est reproduit de très nombreuses fois, est absolument fondamental pour que chacun, et c'est ça en fait, armer nos esprits, c'est que on s'implique dans des questions, dans des questionnements, on essaie de délier nos pensées, on essaie de confronter nos pensées ou nos embryons de pensée à ce que d'autres vont penser aussi, et c'est comme ça qu'on arrive à construire, et c'est de là que sortira la solution. La solution, on ne peut pas, à mon sens, aujourd'hui, la prévoir, elle viendra de la, comment dire, du fait que chacun, il n'y a pas besoin que 100% de la population rentre dans ce processus. Moi, j'ai toujours été frappé par le fait que le nombre de résistants en 40-41 était de 1% de la population française. Et ils ont réussi à la fin. Il n'y a pas besoin que 100% de la population s'investisse, mais de s'investir sur ce questionnement à quelques-uns permettra de trouver une solution, permettra de converger vers quelque chose qui permettra effectivement d'aboutir à une solution, parce qu'aujourd'hui, ce dont je suis absolument convaincu, c'est que la solution ne viendra pas des partis politiques. C'est-à-dire qu'on est obligé, et le seul salut que l'on pourra voir
dans notre vie civile, on va dire, c'est de se construire en réseau une pensée entre nous, et permettant ensuite d'agréger du monde et de faire perdre le pseudo-pouvoir des partis et de retrouver, comment dire, cette implication politique dont nous avons besoin pour instaurer une démocratie. Est-ce que la belgicaine, cette réponse te convient? Tu as la possibilité, alors quand vous intervenez, surtout quand vous êtes sympa, je vous laisse évidemment échanger avec notre invité. Hein. Tu peux poursuivre un petit peu et puis nous dire ce que tu en penses. Non, ça va. Ce qu'il y a, c'est que voilà, il faut trouver des connexions pour que, comme vous l'avez dit, des réinformateurs prennent aussi allez, donc la volonté de faire connaître. Mais pour ça, il faut quand même qu'il y ait une structure, des points généraux sur lesquels tout le monde pourrait s'agréger justement petit à petit. Mais il faudrait faire émerger vraiment, par exemple, une constitution et que tout le monde puisse se retrouver dans quelques points principaux pour avoir, je vais dire, une boussole pour savoir comment l'appliquer. Après, il faut d'abord les principes, comme la constitution américaine ou même la nôtre, hein, c'est pas ça, quoi. Mais voilà, faire une petite constitution populaire avec certains termes et puis essayer de la faire, entre guillemets, la vendre aux médias alternatifs. Les mainstream, il faut même pas y penser. On doit vraiment construire une société vivable à côté de celle qui existe et de pouvoir dire à celle qui existe, voilà celle que nous on veut, elle est fonctionnelle, voilà ce qu'on veut vous apposer parce que la nôtre est légitime et plus la vôtre. Enfin, voilà, c'était tout ce que je voulais. Merci. Ce qu'il faut, je pense aussi, il faut bien analyser, bien comprendre pour produire quelque chose qui soit solide et qui soit vertueux. Il faut aussi comprendre pourquoi ce qui pouvait être vertueux quand ça a été écrit en 58 a complètement dérapé et en est arrivé au point où nous en sommes aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est vraiment important, à mon sens, d'avoir un regard psychologique sur l'état des individus qui nous gouvernent. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette question de perversion, savoir reconnaître leur mode de pensée, leur façon de manipuler, leur façon comme disait Fred tout à l'heure, d'humilier l'autre, de l'exclure du champ politique ou du champ de la discussion. Et ce qui leur fait le plus peur, c'est quoi? C'est la liberté d'expression et ce sont les réseaux. Voilà. John Kerry a dit récemment, il a dit notre plus gros problème de la démocratie aujourd'hui, c'est la liberté d'expression. C'est tout de même assez extraordinaire qu'un individu, alors, il est dans la caste, hein, qu'un individu de ce type-là puisse dire une telle imbécilité. C'est-à-dire que la liberté d'expression, c'est le principe même de la démocratie. Et ils sont en train de nous vendre une démocratie sans liberté d'expression. Voilà, c'est ça qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Donc, les réseaux sont aussi une des cibles absolument majeures de tous ces individus. Ils veulent absolument tuer les réseaux. Et nous, il nous faut absolument participer à ces réseaux. Et ce que fait Fred, c'est totalement d'utilité publique. Cette capacité à rassembler et à assembler et à faire parler et à faire exprimer des personnes venues de toutes parts, c'est fondamental. C'est absolument fondamental. D'ailleurs, une petite remarque, juste pour le clin d'œil d'un ami en privé qui me dit « Ok pour les pervers, mais quid des psychopathes ?» Parce que bon, c'est la version ultime. Non, parce qu'il y a quand même pas mal de psychopathes. Mais ça va avec, bien sûr. Les psychopathes sont dans les pervers. Bien sûr. Bonsoir Capiche, comment vas-tu? Si vous saviez la masterclass que Capiche m'a fait en privé, c'était incroyable. Je ne sais pas si tu es là, Capiche, si tu m'entends. Oui, je suis là, excuse-moi. Désolé, je sais que tu n'aimes pas qu'on te flagorne, et c'est pas le cas. Mais j'ai adoré notre échange, et si seulement j'avais pu le produire en public, je te jure, je le donnerais volontiers. Comment vas-tu d'abord? Bonjour à tout le monde.
Ouais, non, je vais bien. J'ai terminé d'écrire ce que tu m'as proposé de faire pour rigoler. Ah, excellent. Effectivement, Alors je tenais quand je vraiment à ce que tu rencontres fais- Paul-Antoine, parce que vous réfléchissez tous deux en profondeur à ces concepts de pervers narcissique. Pas par les mêmes cheminements, quoi. Mais franchement, je coupe mon micro, je vous laisse échanger, en fait. Hein. Vraiment, c'est ça que j'aimerais. Voilà, c'est ce à quoi j'assisterai volontiers. Non, mais là, on a un professionnel de l'écriture, donc ça m'intéresse d'avoir ton avis après. Tu disais, il faut rentrer dans le détail de comment ça se passe dans sa tête. Alors, je vous ai écrit un truc pour vous montrer comment ça pense. Et bien sûr, je vais taquiner un peu Fred, sinon c'est pas marrant, vu que j'arrête pas de l'emmerder en privé. Ah oui, elle m'a. Je peux vous dire, elle m'a bien remis à ma place. Je sens que je vais en prendre pour mon grade, mais c'est pas grave. On t'écoute. Voilà, donc alors écoute mon Fred, c'est juste de l'entraide. Quand t'as un invité, on vient pour l'écouter, sûrement pas pour entendre, et de ma part c'est tendre, toute ta vie sur un space, c'est pourquoi en l'espèce, tu lâcheras ton micro, car c'est pas à huis clos que que je te mets des mots pour dénoncer nos mots, exposant ces pervers qui la mettent à l'envers. Écoute bien à présent, vois son emploi du temps. Se prenant pour Satan, agit comme un serpent, car du soir au matin, il injecte son venin, usant de stratagèmes, a besoin d'un harem, n'ayant jamais les mêmes pour propager sa haine. Et dans son sale système, ses proies ont un barème, en manipulation, de fausses séductions, pour donner l'illusion de réelles émotions. Faudra ta permission pour ta domination, et faire de toi un pion dans sa compétition. Donc c'est en te mentant qu'il rentre profondément dans ta tête pour sa quête, pour devenir sa bête. C'est même avec cette prise qu'il te fout sous emprise. Puis c'est pour ta... Attends, je vais y arriver parce que comme je suis en train de trembler en étant jugée par un prof, n'est-ce pas? Puis c'est pour ta méprise qu'à la fin te méprise. Car tu n'auras pas vu comment t'as fini nu. T'es trop gentil, trop con pour ce pseudo-dragon. Mais lui-même est enfermé dans ses schémas de pensée. C'est donc pour se venger qu'il voudra ravager, jetant toujours dehors ce qui en lui le dévore. Car si tu oses dire non, c'est là que ces démons le font tourner en rond dans sa tête de faucon. Ayant été rejeté, car c'est un gros sadique, voudra être admiré, pour ne pas dire aimé, comprenant la technique pour pouvoir séquestrer toutes ses proies en panique, car voudra orchestrer l'impossible rejet de tous ses petits jouets pour les guider sous fouet. Quand tu tombes amoureux, pour ne pas dire envieux, pour lui c'est un jeu, t'envoyant dans la fosse pour qu'il puisse te désosse. C'est fini l'abandon, en clouant au plafond, pour pas dire ton ego, enfermé au dépôt, tu redescendras plus, ton cœur est suspendu. Tu appelles la police? Elle est devenue complice. Il y a même plus de justice, vendue en sacrifice. Puis ses proies sont en colère. Quand auront découvert ce qu'il a recouvert, c'est là qu'il se barre, avant qu'elles en aient marre, voulant être le premier qui pourra les rogner. Pour lui, t'es un objet, mais lui flippe du rejet. Pour bien les maîtriser, il devra les briser, donc va manipuler pour à son tour violer toutes ses proies isolées, revivant à chaque fois ce qu'il vécut autrefois, disant c'est pas son choix, c'est juste sa nature de créer des blessures. Jouant les arnaqueurs pour être le vainqueur, c'est ici sa méprise, ses proies sont pas éprises, car même sous emprise, elles capteront ses crises, c'est pourquoi il les perd quand elles voient son enfer. Répétant ses erreurs, lui en faudra plusieurs, comme ça il les remplace quand il voit qu'elles se cassent, pour éviter leurs pleurs, sa plus grande frayeur. Mais se vengera de celles qui se feront la belle, refusant le rejet de ses petits sujets. Oui, sa peur de l'abandon le rendra tellement con que l'orgueil en diadème, il crèvera de haine jusqu'à ce qu'il les ramène. Fera ça à plusieurs, présentant la meilleure pour donner l'illusion d'un couple en perfection. Une jolie dépressive, à ses yeux une naïve, car en vrai il l'engueule pour se foutre de sa gueule. Dans sa tête, s'il la saute, c'est forcément de sa faute, car elle se laisse détruire quand il faudrait le fuir. Faire croire qu'il a un cœur quand il vit dans l'aigreur, alors que par derrière, à plusieurs fera la guerre. Pour lui, c'est une lumière quand c'est une serpillière, car est en dépendance de toute leur abondance. Même s'il est si avide, c'est parce qu'il est vide. Donc toutes ses colères sur ses proies les transfère. N'ayant plus d'empathie, il les aplatit. Sa mère l'a humilié quand on l'aura comparé à toute une fratrie. C'est donc pour y pallier qu'il va toujours tromper, créant la jalousie, une belle triangulaire qui créera leur colère, car ainsi fera son transfert. Sa proie est empathique, donc s'oublie et le suit, pensant le réparer, alors qu'il est barré. Mais lui est égotique, donc l'a servi et fuit, pensant l'abandonner pour bien la dominer.
n'ayant pas d'affection. Après sa corruption, une date de péremption, car ce dont il raffole, c'est de vous rendre folle. Bah oui, c'est pourquoi vous êtes fou, vous mettant à genoux devant ce fou gourou. Fuyant ces relations, quand vient l'exécution, leur mettra un arrêt, quand n'ont plus d'intérêt, hein? Nul n'est irremplaçable. Pour lui, tu n'es qu'une table. C'est pourquoi les réseaux, c'est pour lui un zoo. Ok? Par peur de l'immersion, dans sa malédiction. Après sa maltraitance, c'est là qu'il vous balance pour fuir tout son passé, car on est dépassé. N'oublie pas qu'il a peur, hein, quand il voit tous les pleurs. Pensez pouvoir en jouir, dans les faits il va fuir. Les quittant en fureur, car lui rappelle l'horreur de ce dont lui a peur. Donc son passé en pleurs, qui remonte dans son cœur, quand il voit leur douleur. Revivra toute sa vie le même type de relation, car il est poursuivi par d'anciennes vexations. Donc pour changer ta vie, faut pas sa permission, mais une introspection pour ta libération. Le pervers, rappelle-toi, ne possède pas la foi. Soit il va dominer, soit se mettra à chouiner. Au fond, c'est une peureuse, donc jouera les chialeuses. Voire même les politiques usent de cette même technique, transférant sur les autres, car c'est jamais leur faute. Car lui fait un déni, et toi, bah là, tu le nies. Je vais m'arrêter là. Bon, bah, j'ai eu le réflexe de trouver la musique un peu tardivement, mais moi, je tiens vraiment à ce que tout le monde t'applaudisse. Parce que franchement, c'est incroyable ce que tu as fait. Et tu es incroyable. Tu es incroyable, donc vraiment bravo. Merci d'avoir écouté. Tu es mon coup de cœur récemment redécouverte, en fait, parce qu'on n'est pas toujours, même si moi aussi je me couche tard, pas toujours sur les mêmes spaces, les mêmes horaires. Et arrête, merci pour la générosité de ton partage. C'est incroyable. Bon, en tout cas... Donc je ne sais pas ce qu'on pense ton invité. Voilà. Donc... Cher Paul-Antoine, que penses-tu de cette description de la perversion? Alors évidemment, là, nous, on essaye aussi de se positionner. Non pas, c'est pas un space forcément, évidemment, psychologisant, mais on parle de cet écosystème politique qui favorise, qui les promeut, comme tu disais, quoi, hein, et cette imprégnation de la société à ce style de cette manière d'agir. Bah, je vois que Capiche a dû faire l'expérience de ce qu'est un pervers narcissique. Je suis né dedans. Voilà. Ça s'entend. C'est extrêmement clair ce que vous dites et c'est d'une grande précision. Et c'est effectivement comme ça que ça fonctionne. J'ai connu ça de près aussi. C'est extrêmement violent. Mais c'est ce à quoi notre société est aujourd'hui. Elle est confrontée à ça et elle est devenue otage de ça. Et c'est absolument terrible de voir effectivement les prises de parole de nos politiques au pouvoir. Elles sont absolument phénoménales. C'est-à-dire que des fois, on en vient à éclater de rire à quel point l'inversion accusatoire est phénoménale. Et les spectacles qu'ils nous offrent, hein. Oui. Les spectacles, avec le satanisme, vrai ou pas vrai, ils savent que ça va nous faire enrager, ou en tout cas attrister les gens, c'est terrible. Oui, mais enfin, ils sont là-dedans. Quand je lisais, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, Benjamin Haddad qui expliquait que le chaos viendrait si Barnier était pas subissait une motion de censure. Alors que le chaos, d'où vient-il le chaos? Il vient de leur politique depuis 7 ans. Donc on est dans une aversion permanente qui est, on peut le prendre de façon risible, mais le fait de permanence, être capable d'analyser comment ils pensent, permet de prendre du recul, permet d'extérioriser complètement ça, parce que, comme tu disais Fred, ils ne sont pas dans notre vie privée. Ils ne le sont pas tant que le système n'est pas totalitaire. Parce que quand le système est totalitaire, ils sont dans notre vie privée, puisqu'ils nous obligent. Le totalitarisme, c'est la grande différence avec la dictature ou un système autoritaire. Le totalitarisme, il est totalitaire au sens de total. Pourquoi? Parce qu'il imprègne, il oblige les corps et les esprits et les âmes. Il s'immisce dans tous les interstices de l'intime. Voilà, il prend possession totalement des individus. C'est ça qu'il veut. D'où l'atteinte aux enfants. La dictature, c'est un ordre particulier et des actions particulières auxquelles
les citoyens doivent se conformer. Bien sûr, le dictateur ne tolère pas effectivement une liberté d'expression qui va au-delà de ce que lui veut imposer, mais c'est pas le cran encore du totalitarisme. Le totalitarisme, il y en a eu deux au XXe siècle, c'est stalinisme et le nazisme. C'est vraiment l'imposition complète d'une pensée jusque dans dans la plus grande profondeur de l'esprit et de l'âme. Et l'objectif, c'est de casser l'âme des citoyens. Et le pervers narcissique, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il va vouloir casser l'âme dans un couple de son conjoint ou de sa conjointe. Et puis, politiquement, on voit aujourd'hui que nos politiques cherchent effectivement à faire ça par à la fois l'atomisation complète de la société et puis par la sidération permanente. On est dans la sidération permanente, à cause des accusations, des inversions accusatoires, à cause des mensonges énormes, à cause des fake news que eux-mêmes produisent, etc., etc. C'est absolument, c'est fondamental à mon sens de pouvoir décoder tout ça pour reconstruire quelque chose de solide. Et il n'y a pas seulement, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui fonctionnent comme ça. Imaginons aller plus à droite ou aller plus à gauche, on aurait quelque chose d'absolument semblable. Je pense. Capiche, tu veux répondre ? Si tu le souhaites, pas d'obligation, bien sûr. Alors, ouais, j'étais en train de chercher un document juste pour que vous voyez, parce qu'effectivement, c'est dès la naissance, c'est encore mieux. Hein. J'ai fait un tweet il n'y a pas très longtemps dans la journée. J'espère que ça ne fait pas du bruit parce que je suis dehors. Alors, attends, je vais te trouver ça tout de suite. Et vous allez ça voir va, c'est bien là, ça se passe pas trop mal. Ok, alors je bouge. Le son est bon. Super. Donc, on est d'accord que l'OMS nous a fait un joli petit plan pour éduquer, parce que maintenant, elle n'instruit plus, elle éduque les enfants sexuellement. Ok ? N'oubliez pas, eux, ils ont un plan même de 0 à 4 ans. D'accord ? Donc, on voit que le plaisir, la satisfaction liée au toucher de son propre corps. Bien sûr, de 0 à 4 ans, tu vas t'occuper, toi, l'État, d'instruire, oui, c'est ça, de donner de l'éducation sexuelle à mon gosse. Donc, ils disent une chose intéressante que j'ai repérée, c'est que nous avons à l'Élysée un document qui dit « Faire les 1000 premiers jours de l'enfant une priorité de l'action publique ». Pourquoi avoir choisi le seuil des 1000 jours, donc de 0 à 3 ans ? Les 1000 premiers jours de vie d'un bébé sont une période cruciale pour lui. C'est là que tout commence. Donc ce sont dans les 1000 premiers jours de vie qu'il crée des liens d'attachement, déterminants dans sa construction physique, psychique, affective, sociale, cognitive et pour sa vie future d'adulte. Si des problèmes apparaissent dans cette période, cela peut avoir des conséquences difficilement réparables. Voilà. Capiche pourquoi ils y vont des taux à l'école ? Rien que le texte que tu as lu, on sent qu'il a été écrit par des gens particulièrement tordus. Hein. Mais ça a été créé de toute façon par des pédophiles à la base. J'en avais fait tout un space, rappelle-toi là-dessus. Tout à fait. Oui, c'est le lobby pro-légalisation de la pédophilie qui est en action. Hein. Ah bah, mais il n'y a pas de lobby, arrêtez vos conneries. Ouais. Non mais la perversion dont on parle, elle s'est étendue sur tous les domaines. Donc en particulier dans la pédophilie, bien sûr. Mais elle est dans tous les domaines. Bon, évidemment, je vous renvoie sur des spaces qu'on a fait avec Ariane Bilran et qui se trouvent aussi sur la chaîne YouTube Space Agora, où on a abondamment parlé de cette emprise totalisante qui s'étend vers les enfants. Et d'ailleurs, je ne vais pas tarder à inviter l'avocate qu'elle m'a suggéré d'inviter, Virginia Arrougio-Vecchia, qui, elle, en plus, vraiment, je veux dire, c'est une héroïne des temps modernes. Quand tu vois tout ce qu'elle encaisse, et quand je dis encaisser, c'est pas au sens sonnant et trébuchant, vous l'aurez compris, elle encaisse des coups. Vraiment, elle travaille pour nous, pour nos enfants. Il faut la féliciter. Je m'en veux d'ailleurs de ne pas avoir insisté là pour l'inviter. Il faut vraiment que j'arrive à la voir. En tout cas, on a deux grosses interviews avec Ariane Bilran auxquelles je vous rends. Puis bon, il y en a plein d'autres, évidemment, pas que les nôtres. Passons la parole à Haine Citoyenne, si on va dans l'ordre. Ensuite, Moustache et Magali. Oui, bonsoir à tous.
Alors, moi, par rapport à ce qui a été dit, au pervers narcissique, etc., alors, peut-être j'étais pas là, mais si c'est pas le cas, comment résister du coup au pervers narcissique? Je sais pas si ça a été dit ou pas, mais ça, je pense que ça peut être aussi intéressant. C'est Bah, comment, écoute, tu tombes bien, tu es dans le sujet, et là-dessus, on pourra avoir des réponses de Paul-Antoine et Capiche aussi, d'ailleurs, si possible. Très bonne question. c'est C'est comment, le projet de Paul-Antoine, c'est de nous outiller là-dessus, donc ça tombe bien. oui, bah oui, c'est comment résister. Alors, moi, je sais que Stéphane Hessel, j'aime bien un proverbe de Stéphane Hessel. Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Et en tout cas, pour moi, c'est fondamental, effectivement. Et que ça soit en démocratie ou dans tout système, c'est-à-dire que quand on crée quelque chose, quand on imagine quelque chose qui n'est pas créé actuellement, on résiste. C'est-à-dire qu'en fait, ils auront plus de mal à atteindre nos esprits s'ils ont plus de mal à nous décoder, en fait. Et, euh, et du coup, si on crée en fait, si on crée quelque chose, eh ben, ça sera beaucoup plus compliqué pour eux, en fait, d'atteindre ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, il va falloir qu'ils moulinent globalement vers ce qu'on. En fait, il va falloir qu'ils moulinent vraiment dans notre système pour essayer de casser notre système. Et donc, créer, pour moi, c'est résister. Et donc, pour moi, il faut en fait imaginer, parce que j'ai entendu qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se découvrir en démocratie ou n'arrivent pas à voir ce que c'est de la démocratie, etc. Mais en fait, il faut essayer de la créer, en fait, la démocratie. Par exemple, moi, je suis partie d'un collectif où, maintenant, on est une association, où, en fait, on a créé des statuts démocratiques, où, en fait, il y a, par exemple, du tirage au sort, il y a différentes façons de voter. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une façon de voter. Il y a plein de façons de voter. Il y a, par exemple, il y a la votation sans candidat, il y a la votation par tirage au sort, il y a la votation du jugement majoritaire. Il y a plein de systèmes à expérimenter. Et nous, on crée, on imagine des systèmes. Et en fait, du coup, si on expérimente les choses, eh ben, on crée et on résiste, du coup. On résiste et on va vers de la démocratie, on essaye en tout cas. Et est-ce que ça peut être ça ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que ça en fait partie, quoi. Créer et résister, quoi. Voilà, merci. Très jolie Fred, je vais intervention, pas et bien répondre à ça, on peut passer là. Tu me connais, Fred, hein. Moi, la politique, t'as compris la technique. Donc moi, quand je vote, c'est pour ne pas acheter. Donc leur système politique, je vais pas l'acheter non plus. Je vous laisse répondre à ma place. Merci Capiche. Paul-Antoine, donc qu'est-ce que... Alors, s'armer face au PM. C'est excellent, effectivement, ce regard que vous nous apportez, parce que le pervers ne sait pas créer. Il est incapable de créer. Il ne crée pas, il détruit. Hein, son travail, c'est de pouvoir, enfin son travail, sa façon de faire, c'est de détruire autour de lui, de détruire les systèmes, de détruire les individus, de détruire les liens, les relations, de détruire l'esprit, l'âme des autres. Voilà, il ne va pas créer. Et quand vous dites effectivement, et c'est Stéphane Hessel qui le dit, créer, c'est résister, je pense que c'est effectivement la meilleure réponse que l'on peut apporter ce soir à notre question, c'est comment agir. Et, euh, et c'est par la création, effectivement. Et chacun va être libre de créer. On est encore libre, donc il faut utiliser cette liberté pour cette création-là et créer des collectifs, créer des réseaux, créer comme ce que fait Fred régulièrement avec ses Space et plein d'autres. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on résistera et qu'à un moment donné, probablement, on trouvera le moyen de renverser la vapeur. Mais en tout cas, il faut faire émerger. C'est ce que tu disais aussi, Fred, c'est que en, les, les personnes belles, les personnes bien, les personnes capables de résister, elles vont émerger. Et on trouvera des leaders. Aujourd'hui, ils n'apparaissent pas, mais en 40, bah, c'était pareil. En 40, c'était pareil. On ne pouvait pas imaginer que
tel officier parce que De Gaulle à l'époque, c'était pas un officier supérieur. Donc il était capitaine et il me semble, ou non, il était déjà général, je sais plus. Mais en tout cas, il n'était pas général 5 étoiles. Donc c'est l'occasion qui crée, en tout cas, et qui fait émerger les belles personnes. Et c'est en utilisant nos dons de création que l'on accélérera, en tout cas, la production de ces leaders, la production, en tout cas, d'une résistance et peut-être et il faut le souhaiter, d'un renversement de situation. Mais en tout cas, il faut passer par ce stade de création. Vous avez totalement raison. C'est très beau, d'ailleurs. Allez, on passe la parole donc à Moustache, me semble-t-il. Ensuite, Magali et Débilocratie. Bonsoir, Fred. Je pense que c'était d'abord à Magali, donc je vais... Oh, alors, mille excuses. Magali, ensuite Moustache et Débilocratie. Pardon, Magali. Merci Moustache, merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir Fred, bonsoir Monsieur Martin. Bonsoir. Plaisir de vous rencontrer. Donc moi, je vais faire un petit parallèle, Fred, avec ce que tu sais que j'aime beaucoup, la criminologie. Puisque et d'ailleurs, c'est une de tes grosses expertises, hein. C'est une expertise, donc tu as raison d'en parler. Donc, à mon modeste niveau, puisque je suis étudiante en expertise criminologique et profilage, et dans 2 mois, donc je passe mon diplôme et j'intègre donc la fac de psychocriminologue. Et ma passion, alors je suis désolée de dire que c'est une passion parce que j'aimerais en avoir une autre, c'est tout ce qui est les gourous, les maîtres de secte, tous les profilages, tous les profils sociopathiques. C'est pour ça que moi, je vais faire un parallèle très vite fait. J'espère que je ne serai pas trop longue, Fred. Tu ne manqueras pas de me couper, je le sais. Non, mais c'est pertinent pour le space. C'est du bon contenu. On t'écoute. Bah, tu vas nous aider à mieux comprendre justement les ressorts de ces sociopathes, je suppose. En fait, la sociopathie, c'est réellement le manque d'empathie, totalement. Souvent, on confond le psychopathe et le sociopathe. Le sociopathe n'est pas un criminel, n'est pas proprement dit un criminel. Il a une forme d'attitude qui s'apparenterait justement, et c'est là que je fais un parallèle avec le pervers narcissique, puisque le sociopathe va faire en sorte, c'est souvent ces profilages que vous retrouvez dans les sectes, par exemple, Charles Manson n'a jamais été diagnostiqué psychopathe, il a été diagnostiqué sociopathe, parce qu'il n'a jamais lui-même sauf une seule fois commis un crime. Par contre, il s'arrangeait toujours pour manipuler les foules et regardez bien justement par la suite quels sont les profils de leurs victimes. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, que ce soit un pervers narcissique ou un sociopathe, il va tout simplement arriver à faire de son monde entourant des personnes qui sont déjà en manque de quelque chose. C'est-à-dire que souvent, on retrouve dans la victimologie, on va retrouver souvent des personnes perdues qui ne se trouvent pas, qui ne s'aiment pas, qui sont rejetés par la société, qui n'ont pas d'amis, qui sont en manque d'eux-mêmes. En gros, le fil directeur le point commun de toutes les victimes, c'est très clairement une vulnérabilité. Totalement, parce qu'en fait, alors pour avoir eu j'ai adoré ce qu'a dit Capiche. J'adore vraiment ce qu'elle a fait, c'est sublime. J'ai eu affaire ma chérie, mais juste pour info, le pervers, il est attiré par les gens brillants, les gens plus forts que lui, des gens qui brillent.
Hein, sinon, ta lumière, si elle est toute naze, il en veut pas. Par Ouais, contre, c'est tu as ça, une ouais. faille, effectivement. C'est pour Attends, ça que j'ai parlé de vulnérabilité, parce qu'ils vont essayer de Par chercher une contre, faille chez les voilà. brillants. Oui, Donc mais tu as une faille, effectivement, effectivement. Attends, tu as une faille, effectivement, que c'est ça qu'il faut réparer. Sinon, tu Voilà. deviens comme lui, donc sociopathe au lieu de psychopathe. Ok? Le psychopathe, c'est un débranchement du cerveau. Hein. Tu fais une analyse, bien sûr. une radiographie, il est débloqué, il peut pas, il comprend pas. Totalement. Et c'est ce que je te dis, c'est que, en fait, dans la victimologie, il faut savoir que ces personnes-là, quand vous les analysez, comme disait, et elle a bien fait de me reprendre Capiche, c'est-à-dire qu'en fait, ils se servent de ce que vous avez de plus précieux en vous pour les illuminer. Et vous prenez des personnes, par exemple, comme Macron, comme Attal, peu importe, etc. Ce sont des personnes qui ont autour d'eux toujours des gens, peut-être sûrement, et même plus que sûrement, j'en suis sûre, des gens beaucoup plus brillants qu'eux, parce que justement, ils se servent de leur lumière. Alors, c'est un peu perché ce que je vais dire, mais ils se servent de leur lumière pour faire rejaillir leur ombre. C'est-à-dire vraiment mettre en lumière, non, et faire exacerber leur côté perverti, qui fait que, si vous voulez, on va se retrouver avec des gens qui, au départ, étaient sûrement, même s'ils étaient perdus, vulnérables, comme tu dis, Fred, c'est au bout d'un moment, ils vont être éteints petit à petit, parce que ces personnes vont déjà leur faire douter sur leurs compétences, leur faire douter sur eux-mêmes, leur faire douter sur leur entourage, et c'est ça qui est encore plus pire. Pourquoi ? Parce que du coup, ça vous enlève de votre cercle amical, familial, etc. Et c'est comme ça qu'on forme des sectes. Et on n'est pas loin, si vous regardez tous ces gens qui nous entourent, qui sont aveugles, sourds au discours de raison, on va dire entre guillemets, s'il y a une raison, en fait, ces personnes-là vont être plutôt, oui, éteintes, et du jour au lendemain vont basculer. Moi, ce qui m'effraie beaucoup, c'est qu'on justement on n'arrive pas à faire rejaillir chez eux l'empathie, qui normalement est quelque chose de... Enfin, moi, j'ai connu beaucoup plus de personnes empathiques il y a 20-30 ans que maintenant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, fur et à mesure, de plus en plus, c'est pour ça que j'ai mis dans la bulle, j'ai mis pour moi que l'empathie est fait de l'ombre au nombrilisme, parce que, fur et à mesure, beaucoup de personnes ne regardent pas et ne comprennent pas ce qui se passe autour de nous et restent dans leur petit confort. D'ailleurs, Magali, si tu permets, un internaute qui nous écoute a écrit quelque chose de très juste. Inéluctablement, un PN sera sélectionné aux plus hautes fonctions car il n'hésitera pas à prendre des décisions délétères, exemple les retraites, pour ses employeurs, etc. Donc le manque d'empathie est devenu une compétence. Hein. C'est aussi ça qu'on peut en déduire presque. En tout cas, un critère de sélection. Voilà, je veux dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que je pense qu'à mon avis, et c'est là où justement nous, notre rôle, c'est à notre modeste rôle, mais je pense qu'il va être de plus en plus important. Peut-être c'est mon côté bisounours, j'en sais rien, peut-être. Mais je pense que petit à petit, les gens les plus empathiques, alors je ne parle pas des hyper empathiques parce que ça c'est catastrophique, mais pour moi, un empathe, un vrai empathe va avoir, s'il ne se laisse pas happer, va avoir de plus en plus de pouvoir. Oui, non, et alors c'est là qu'il ne faut pas lâcher. C'est pas sûr, mais en tout et c'est un point, mais c'est pas sûr pour une raison simple, ma chère Magali, mais je peux dire une connerie, mais
les empathes, justement, sont sont des éponges ambulantes, comme tu sais. Et à mon avis, c'est ce qui fait que les PN les adorent, parce qu'ils perçoivent leur vulnérabilité en tant qu'empathe. Voilà. Et moi, je te dirais que c'est plutôt, c'est là où je te rejoins pas, c'est l'hyper empathique qui est beaucoup plus vulnérable. Parce que justement, oui, c'est ce que je dis. À plus forte raison. Parce que l'empathie simple, par exemple, tu vois, quand je fais mon bénévolat dans les soins palliatifs, tu as une forme, si tu es hyper empathe, tu peux pas faire ce métier, c'est impossible. Ça m'enlève pas mon empathie, je rentre chez moi, je prends pas la douleur des autres pour mienne. C'est là où ça fait écho avec la sympathie, qui est une forme, si tu veux, de je comprends l'autre, mais je ne vais pas non plus vivre ce que la personne vit. Mais par contre, les hyper empathes, eux, oui, sont manipulables. Oui, ils peuvent être manipulables parce que justement, ils vont prendre ta douleur, ils vont prendre ce que tu dis pour argent comptant, ils vont tout avaler en fait. Voilà. C'est vrai qu'il faut, au pouvoir, il faut quelqu'un d'empathique, mais peut-être pas d'hyper empathique, parce qu'il faut quand même pouvoir prendre certaines décisions. Il ne faut pas non plus avoir des pervers, certes, ça va de soi. Mais si tant est qu'il y ait une sorte d'axiologie de l'empathie, tout en bas on a le pervers, tout en haut on a l'hyper empathe, et les hyper empathes se font bouffer, hein. J'en sais quelque chose. Merci Magali. Alors, si on peut laisser réagir Paul-Antoine, parce que comme tu as dit beaucoup de choses, je l'ai vu prendre des notes en vidéo là. D'accord. Il a pris des notes, donc laisse-le déjà répondre sur tout ce que tu as dit, parce que ça va faire beaucoup de choses. D'accord. Non, mais moi je trouve que l'analyse est remarquable. Moi, j'ai tout à fait l'expérience, effectivement, de tout ce que vous dites, et je souscris complètement à tout ce que vous dites. Et à la fois, ce qui est très intéressant, c'est de voir à la fois que dans le domaine privé, que ce que l'on peut vivre dans le domaine privé avec ces individus-là est totalement, reproductible en termes de schématisation, de modélisation, avec le domaine de la société. C'est-à-dire c'est pour ça que c'est très intéressant de connaître ce mode de fonctionnement, parce que ça nous permet de comprendre complètement tous les errements que l'on rencontre aujourd'hui. Et quand tu parlais tout à l'heure, Fred, et puis vous aussi, madame, que l'absence d'empathie est devenue une compétence, c'est très clair depuis l'ultra-financiarisation de tout. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'homme est devenu inconsommable, et il faut optimiser toutes les ressources de l'homme. Et donc, à ce moment-là, on l'épuise. C'est le même phénomène qu'une vampirisation, en fait. Et j'essaie d'expliquer aussi, et ça fait écho avec ce que vous dites, que je pense qu'on peut-être expliquer que notre société est en burn-out, où elle vit quelque chose qui peut ressembler à un burn-out suite à une sidération complète. Et ce que j'essaie de comprendre, c'est d'essayer de faire, d'extrapoler la question du burn-out au domaine de la société, voilà, au domaine de la grande masse des citoyens, par rapport à un individu qui les maltraiterait, parce qu'il est pervers. Je voudrais, s'il vous plaît... le burn-out a plusieurs causes possibles, mais il y a le harcèlement, hein, mais il y a aussi le fait que de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs, de s'épuiser à l'incapacité d'atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, on est à la fois dans les deux, mais on est principalement dans un harcèlement permanent. Oui, voilà, et je voudrais, s'il vous plaît, parce que j'essaye de valoriser aussi les amis qui sont là sans monter sur scène et qui bossent et qui nous envoient des messages. Je conseille de lire le message déposé par Michel Galindo qui redonne une définition de la sociopathie, voilà, qu'elle dit souvent associée aux troubles de la personnalité antisociale, TPA,
Et elle fait la liste des traits de comportement, manque d'empathie, comportement manipulateur, impulsivité, irresponsabilité, charme superficiel, absence de remords, etc. Bon, voilà, très intéressant, merci à elle. Je l'ai épinglé. Alors, comme je ne dois pas terminer après 21h, je vais peut-être légèrement déborder, bien sûr. Ou éventuellement quelqu'un peut être co-hôte et prendre la suite si vous voulez rester un peu plus longtemps. Je passe en tout cas la parole à Moustache, ensuite ça sera Débilocratie. Je prévenais juste sur les horaires. Merci Frédéric, bonjour. Bonjour Monsieur Paul-Antoine. Bonsoir. Bienvenue à toi. Je pense que la veille de la chute du mur de Berlin, beaucoup de gens devaient penser que ça tomberait pas, le mur. Et donc, effectivement, Frédéric, tu as tenté. Bon, moi, je tente de mon côté dans la vie. Et puis un jour, on se réveillera, il n'y aura plus. Voilà. Exactement. Bravo, c'est vraiment ça. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais que le meilleur gagne, voilà. Un point, là, on parlait de perversité, de pervers narcissiques et compagnie. Bon, moi, je suis pas trop bon là-dedans. J'en ai croisé pas mal, mais je suis pas très calé dans tout ça. Mais je pense que c'est pas simplement la perversion de nos élites qu'on assiste, mais je pense que notre société a été pervertie. Et donc, si vous avez le même constat que moi, la question c'est comment on a passé une société qui était saine, telle que j'ai grandi, elle était saine, à une société pervertie telle qu'aujourd'hui. Quelles ont été les méthodes? Et donc ça pourrait être une question que je poserai. Mais moi, de mon point de vue, ce que je mettrais dans la balance, qu'il y a des outils qui ont été utilisés pour nous amener là, je pense que je mettrais pas mal ce qui était, comment on appelle ça, les outils de développement personnel. Je mettrais aussi pas mal d'expressions là, usuelles qu'on utilise tous. Il faut pas généraliser, il faut pas être excessif, ce genre de choses. Et je mettrais aussi tout ce qui est la glorification de la faiblesse. Parce que pour moi, il n'y a pas plus, il n'y a pas plus pervers ou même pire, c'est-à-dire quelqu'un de faible est souvent, je ne retrouve pas le mot, mais il n'a pas de pitié, impitoyable. Balzac l'avait parfaitement anticipé, notamment dans le Père Goriot et dans plusieurs de ses écrits. Il parle de ces gens qui se font une sorte de gloire de leur cahier de doléances, de leur statut de victime, et qui du coup ferment toute conversation parce que leur statut de victime écrase absolument tout sur son passage. On est obligé de se mettre à plat ventre devant les gens qui souffrent. Et Balzac l'avait compris dans la comédie humaine bien avant que ça ne soit le mode de fonctionnement des médias actuels, quoi. Moi, je lis pas de Balzac. Moi, je suis pas trop lecture. Et je termine sur un point. Alors, il y a des gens qui pensent à la 6e République et tout ça. Bon, moi, je suis pas trop là-dedans. Moi, aujourd'hui, j'ai une 5e République. Et dans ma compréhension de la 5e République, le pouvoir qui a été donné par ceux qui l'ont créé au peuple, eh bien, c'était de vérifier la justice. C'est-à-dire, en gros, d'où le fait qu'il y ait les audiences de public et qu'on puisse peut-être même avoir une justice rendue au nom du peuple français. Et donc, je me disais que là, en solution, c'est-à-dire comment on résout ce problème avec les outils qu'on a aujourd'hui, qui sont nos instances, je pense qu'il faudrait être un peu plus critique sur ce que fait la justice. Et je pense aussi les histoires d'associations. Et justement, quel est le poids de toutes ces associations politisées dans la situation que nous traversons. Voilà. Je vous remercie. Bonsoir, merci monsieur. Et en tout cas, vous dites que vous lisez pas beaucoup, mais vous êtes l'exemple de celui qui pense par lui-même, en fait. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et c'est ça qui, en fait, empêche la perversion de se déployer. En tout cas, c'est en étant comme ça qu'on résiste au pervers et qu'on résiste au mal que le pervers crée. Alors, par rapport à la justice,
Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de république sans une justice qui soit forte, sans une justice qui fonctionne parfaitement. C'est le pilier, c'est un pilier essentiel de notre système politique aujourd'hui. Sans justice, dès que la justice est corrompue, tout s'effondre. Tout s'effondre parce que ce sont les pervers, justement, qui tiennent de fait le pouvoir. Donc voilà, tout se recoupe. Mais on est vraiment dans un et on voit bien aujourd'hui que mais c'est pas nouveau, hein. La Fontaine l'avait déjà exprimé. Tout dépend si on est fort ou faible. La justice s'adapte. Mais en tout cas, on voit bien aujourd'hui que ceux qui, effectivement, sont au niveau du pouvoir, ceux qui bénéficient de réseaux secrets ou discrets, ceux qui connaissent les bonnes personnes bien placées, eh bien, ils peuvent bénéficier ou ceux qui commettent des crimes que les pervers commettent régulièrement, comme la pédophilie par exemple, eh bien on voit bien qu'ils sont peu punis, voilà. Donc on est dans un système avec une justice qui se fragilise, qui est de plus en plus fragile, plus en plus atteinte par la corruption, et donc on a l'ensemble en fait de notre système politique qui s'effondre naturellement, puisque moi ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il n'y a pas de solidité à notre société s'il n'y a plus d'exemplarité. L'exemplarité est garante en fait du pacte social, et s'il n'y a plus d'exemplarité, c'est fini. C'est fini parce que tout le monde peut s'autoriser n'importe quoi de fait. Je lisais récemment un analyste qui expliquait que ce sont les syndicats qui créent le désordre aujourd'hui en France, etc. Ou qui avaient créé le désordre. Bon, moi je me suis permis de répondre à ça que les syndicats, alors je ne les excuse absolument pas parce que j'en ai connu de très près, de très durs, de très violents et de très corporatistes, mais ce que j'ai vu aussi, c'est qu'ils s'étaient calqués, et c'est ce que j'explique dans mon livre, Le clan des seigneurs, c'est qu'ils s'étaient calqués sur quoi ? Sur ceux qui étaient au pouvoir, qui eux agissaient de façon ultra-corporatiste et qui agissaient uniquement pour leur intérêt personnel. Donc pourquoi finalement, de fait, totalement dans l'inexemplarité. Donc ils ont calqué un mode de fonctionnement qui est le mode de fonctionnement qu'ils observaient avec ceux avec lesquels ils négociaient. Et c'est, à mon sens, ça aussi qui a détruit en fait notre société. Mais tout revient à l'exemplarité. Et c'est pour ça qu'on parle de valeurs morales, sans être un moraliste, sans être un réac comme certains en fait jettent l'anathème. Non, mais s'il n'y a pas des limites, et c'est ça une valeur morale, c'est s'il n'y a pas des limites, eh ben tout s'effondre de fait. Et le pervers est l'individu qui n'a pas de limite par définition. C'est pour ça que prendre l'ensemble de ce que l'on observe aujourd'hui sous l'angle de la perversion, ça me paraît extrêmement fructueux pour comprendre tout ce qui se passe. Excellent, merci Paul-Antoine. On passe la parole à Débilocratie. Oui, bonsoir Fred. Bonsoir L'excellent Débilocratie, ça fait plaisir de te retrouver. On se voit beaucoup cette semaine, hein. Ouais, on se voit beaucoup. Il y a une accélération là. Je tiens à dire publiquement, en toute transparence, que je kiffe ce mec. Je le découvre grâce à ce moment de folie où j'ai dit hey, si on faisait une manif. Et il a un discours très structurant et un sens de l'honneur hors du commun. On n'est même pas pareil idéologiquement. Je pense qu'il me mettrait dans mes derniers retranchements si on devait dialectiser et tout. Je pense non mais sérieux, il est meilleur que moi sur tout un tas de sujets. Et en tout cas, on est différents. Voilà. Et donc, je vous tenais à dire, ça, c'est un parfait exemple des personnes adultes qui peuvent discuter sans être d'accord sur tout, mais qui se disent, bordel, il y a des changements de fond à faire. Voilà, je coupe le micro, mais je tenais à te faire ce petit hommage, Débilo, parce que tu m'as beaucoup remonté le moral cette semaine. Voilà. C'est très gentil et effectivement, je considère que nous avons tous des divergences avec tout le monde et l'important, c'est pas ça. L'important, c'est d'essayer de trouver des points de convergence. Et là aussi, nous en avons tous avec tout le monde. Alors, j'ai raté une partie de ce space et donc de vos entretiens pour des raisons familiales, mais je réécouterai ça. Mais par contre, j'ai quand même malgré tout entendu pas mal de minutes de vos échanges et
et beaucoup de choses qui m'ont énormément intéressé. Euh, alors, déjà, je vais essayer de structurer un petit peu mes réflexions. Premièrement, euh, quand on parle du pouvoir, parce que c'est de ça dont il est question quand même, il faut comprendre déjà la notion de personnalisation du pouvoir. À partir du moment où on a un pouvoir qui est personnifié, eh bien, il se pose inéluctablement une problématique qui est la structure psychologique de la personnalité qui représente ce pouvoir. Tout à fait. En structure psychologique, il y a on appelle trois grands états: la névrose, la psychose et l'état limite. La névrose, c'est ce que nous sommes censés tous être quand on est bien portant psychologiquement. Donc, c'est pas neutre, hein. Nous avons tous des névroses, mais c'est considéré comme l'état de bonne santé mentale. Ensuite, il y a la psychose qui est à l'opposé de cela. Donc là, c'est justement des personnes qui vont avoir une défaillance totale au niveau de leur psyché. Pour ceux qui s'intéressent à les creuser. Et puis, il y a l'entre-deux, qui sont les états limites. Et le pervers narcissique, parce qu'on parle toujours de pervers narcissique, moi, je préfère parler d'états limites. Parce que c'est un ensemble. Parfois, on va percevoir des pervers narcissiques alors que ce sont des personnes qui ont une autre structure profonde au niveau psychologique. Toujours est-il que les états limites ont effectivement des similarités constantes, dont la perversion. Mais qu'est-ce que la perversion ? C'est important d'aller se poser cette question. En fait, la perversion, au sens psychanalytique du terme, c'est une déviance, c'est en fait une déviation de l'instinct, du ressenti, mais par rapport à quoi ? Parce qu'une déviation, c'est par rapport à quelque chose, et c'est par rapport au jugé naturel, par rapport à ce que on considère comme étant naturel. Et à ce titre, le sociopathe, qui est donc un pervers dans les états limites, lui, il va être spécifique à travers une divergence qui lui permet de s'émanciper des normes sociales. Et quand le sociopathe n'est pas pervers. Alors, le psychopathe est pervers. C'est pour ça qu'il est cadré là-dedans. Alors, encore une fois, là, je ne vais pas rentrer dans cette sémantique. Très bien, si vous voulez. Le psychopathe rentre dans généralement la psychose, alors que le sociopathe rentre dans les états limites et va avoir effectivement des traits de perversion à différents degrés. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas le sens de mon propos. Ce qui est important de comprendre, c'est que le sociopathe, à travers sa déconnexion des normes sociales, a forcément une perversion en soi qui est son intérêt premier, une absence d'empathie vis-à-vis des autres. Encore une fois, toute question de définition du sens de pervers. La perversion, c'est une déviance par rapport aux normes. Donc. Mais dis-le plus tranquillement, débilos. Une perversion, c'est je jouis de ta souffrance. Alors, toi, Capiche, je t'apprécie, il n'y a pas de problème. Mais si tu viens à chaque fois interrompre mes propos. Ben oui, parce que c'est pas correct. Donc, moi, je veux bien et après, je t'écoute, pas de problème. Je te laisserai dire que tout ce que j'ai dit est faux. Mais en l'occurrence, tu vois, je ne nie pas ton savoir, mais j'en ai un aussi. Je nie pas ton vécu et j'en ai un aussi. Et je suis désolé de te dire que le sociopathe a, à travers sa nature personnelle, forcément une forme de perversion, puisqu'il se distance des normes sociales, et ce qui est le propre du terme de perversité. Donc, encore une fois, tu pourras venir me contredire, mais j'aimerais aller au bout de mon propos. Donc, cette perversion, cette faculté, en fait, à s'extraire des normes sociales, à se positionner toujours en situation de victime. L'état limite est toujours victime de la situation, quand bien même il a provoqué lui-même la situation. Ça a été cité tout à l'heure, et effectivement, c'est vraiment significatif. Quand on a Jean-Noël Barrot, qui en quelque sorte représente l'État personnifié, et donc cet état de perversion, quand il dit que la guerre est à nos portes, la planète est en ébullition, les défis auxquels la France fait face sont immenses, ben moi j'entends un pyromane qui explique que tout va brûler si on ne les laisse pas faire. Exactement. Des personnes qui ont mis le feu à tout, eh bien, réclament qu'on les laisse tranquilles parce que sinon, ça va être l'incendie. Donc, on est bien là face à des personnes qui sont dans une perversion qui est d'avoir créé des situations dont ils s'émancipent totalement de la responsabilité et se positionnent en victime si on ne les laisse pas tranquilles. Et c'est justement le propre aussi de l'état limite, qui sont des vampires émotionnels.
alors ça, c'est aussi des termes très psychanalytiques, c'est-à-dire que le vampire émotionnel, c'est quelqu'un qui ressent un vide intérieur, qui a besoin de s'accaparer la pulsion de vie des autres pour remplir ce vide intérieur personnel. Et de ce fait, il est toujours dans la reproche aux autres de ce qu'il n'est pas capable de se reprocher à lui-même. Mais c'est à lui qui fait des reproches inconscients. Donc, quand on a justement ce sentiment d'avoir des responsables politiques qui sont tout le temps en train de nous renvoyer les fautes qui leur appartiennent, c'est justement le signe d'une défaillance psychiatrique, au sens vraiment psychiatrique du terme, et pas seulement psychologique. Et donc, pour aller au bout de mon propos, personnellement, je pense qu'on est face à une mafia généralisée. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand on a dans un pays une mafia, généralement, elle est localisée. Cette mafia va détenir un territoire, contrevenir aux lois, utiliser la corruption, mais elle est sectorisée. Quand on a un ennemi de l'extérieur, quand on est envahi par un ennemi de l'extérieur, là aussi, il est très clairement identifié comme s'accaparant une part du territoire, en opposition à la volonté souveraine, et ainsi de suite. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est difficile de mon point de vue pour la majorité des personnes qui sont un petit peu sous l'emprise de cette perversion et de ces personnes qui se sont accaparées tous les pouvoirs et qui sont dans des états limites au minima, parce que finalement, il n'y a pas de sectorisation de cette prise de pouvoir. C'est pas comme une mafia qui se serait accaparée une ville ou une région. C'est pas comme un ennemi extérieur qui serait venu grappiller au fur et à mesure le territoire. Non, on a une mafia qui a été mise en place de façon, on peut dire, légitime, qui s'est accaparé tous les pouvoirs et qui, du coup, ne permet pas de faire la distinction entre la mafia qui est en dehors des clous et l'État qui représente, en fait, justement, l'ordre. Et c'est là où je vais terminer par ma question, c'est comment faire, parce que là, encore une fois, c'est quelque chose que je maîtrise, comment faire pour sortir de la relation perverse et cynique, au sens philosophique du terme, avec des pervers, avec des états limites, des pervers narcissiques ou autres, c'est complexe, mais c'est faisable. Mais comment faire pour sortir d'un État qui est devenu dans sa globalité un fonctionnement mafieux, pervers, équivalent à ce qui pourrait être un état limite d'un individu, quand il est tellement global, quand finalement il s'est accaparé tous les contre-pouvoirs permettant de se défendre de lui. Eh bien, après toi, Paul-Antoine. Merci, parce que c'est très clair. Je me pose exactement la même question. On me la pose très souvent, parce que j'ai fait pas mal d'interviews, par rapport effectivement à cette caste qui a pris tous les pouvoirs. Comment on s'en sort? Comment on s'en sort? Comment est-ce qu'on peut faire, nous, tout petits individus, qui sommes atomisés, parce que en fait, ce qu'ils cherchent, c'est l'atomisation pour justement se maintenir. Moi, je crois que la seule solution, pour ça que tout à l'heure, la réflexion autour de résister et créer, je trouvais ça très intéressant, mais je crois que la seule solution aujourd'hui, elle ne passera pas par les partis politiques, ça c'est une certitude. Elle ne passera pas par nos institutions, parce qu'elles sont corrompues aussi, donc c'est très compliqué. Elle passera peut-être ou probablement pas par les médias. C'est pour ça que des médias alternatifs sont en train de se construire aujourd'hui. Eh bien, il faut tout reconstruire. Il faut reconstruire une implication politique. Et c'est cette implication politique, à mon sens, qui peut faire pression, à un moment donné, une pression qui fera une pression intenable sur, justement, l'univers pervers. Parce que ils sont pas tous pervers. Il y en a, encore une fois, quelques-uns. Dans l'univers nazi, ils ne l'étaient pas tous. Par contre, il y a eu une cristallisation. Grâce à la peur, grâce à l'idéologie, grâce au fait que l'idéologie, le principe même de l'idéologie, c'est justement on ne pense plus par soi-même. Donc c'est pour ça qu'il y a une réappropriation, une nécessaire réappropriation par nous-mêmes, en tout cas de nous-mêmes, de nos esprits, et n'être pas, comment dire, les sujets de ce pouvoir au sens large.
À mon avis, ça ne passera que comme ça, et c'est que comme ça que l'on pourra créer une pression sur cet univers-là. Et je ne pense pas que la solution vienne d'une révolution brutale, violente, qui mettrait tout à terre, parce que les meilleurs pour récupérer justement la révolution, ça sera les mêmes. Ça sera les pervers, justement. Merci. Si je peux me permettre, juste pour aller un petit peu plus loin et exposer aussi ce que moi je pense pouvoir être une solution, le propre des états limites, des pervers narcissiques, des bipolaires, et ainsi de suite, c'est toujours d'isoler leur proie. Elles ont besoin d'isoler leur proie pour pouvoir les maintenir en cage, en quelque sorte, et s'amuser avec eux. Et j'ai le sentiment que c'est justement ce qui a effrayé le plus cette prise de pouvoir en 2017 à travers le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi ? Parce que les Gilets jaunes, leur première action, ça a été de recréer du lien social. Et je suis entièrement d'accord quand tu dis, je me permets de tutoyer, quand tu dis que ce n'est pas par la violence que l'on va pouvoir répondre à la problématique, puisque finalement, on ne ferait que rajouter de la violence à la violence déjà existante. Mais au contraire, il va falloir essayer de faire preuve, et c'est très difficile, j'en conçois, faire preuve d'ouverture et de recréer du lien avec nos semblables les plus proches, les voisins, les regards que l'on croise un petit peu partout, pour justement apporter une porte de sortie à cet enfermement qui est, je le dis souvent, leur plus grande force. Leur plus grande force est également notre plus grande faiblesse, c'est notre division. Si nous arrivons à dépasser nos divisions, je pense que nous avons le moyen de recréer du lien permettant d'extirper les individus de cet état de sidération et d'isolement qui est leur outil premier. Et c'est ça qu'il faut essayer de mettre en œuvre. C'est pas facile, mais c'est, je pense, la seule solution. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Et on a commencé à l'aborder tout à l'heure. Alors peut-être que tu n'écoutais pas le space à ce moment-là, mais c'est par la recréation du lien. Puisque nous sommes atomisés, et c'est de leur fait que nous sommes atomisés, c'est par la recréation du lien que nous pourrons refaire circuler des idées et que d'à partir de là réémergera, une force commune. Mais on ne peut pas y arriver ex nihilo. À mon sens, on ne peut pas y arriver ex nihilo, et encore moins par la violence. Parce que la violence, elle sera récupérée. En tout cas, on donnera, et c'est comme ça qu'ils ont détruit le mouvement des Gilets jaunes. C'est en infiltrant les Gilets jaunes avec des Black Blocs qui leur ont donné le prétexte pour justement réagir par la violence. Donc, la violence, ils sont beaucoup plus puissants, en tout cas, que nous sur ce sujet-là. Donc, il ne faut absolument pas aller dans cette voie-là, qui en fait dériverait immédiatement sur l'état d'urgence, sur l'article 16, etc. Donc, de toute façon, on y perdrait tous. Et là, on n'aurait plus de réseau, on n'aurait plus de liberté d'expression. Donc là, c'est fini. Et on en prend pour des années et des années. Donc, la seule solution, c'est effectivement une reconstruction silencieuse en masse, en recréant du lien. La fameuse involution. C'est cette involution dont tu parlais tout à l'heure, Fred. Oui, d'ailleurs, nous, on ne prenne absolument pas la violence, on ne tombe pas dans le panneau. Quand on parle de manif, c'est parce qu'on pense que il faut bien démarrer quelque part pour tout ce qui relève des symboles, en quelque sorte. Ceux que les médias seraient obligés de reprendre si ça marche, quoi. On n'y arrivera peut-être pas à court terme. Nos habituels détracteurs vont toujours se moquer du fait qu'on échoue quelque temps, mais je n'ai absolument aucun doute. Je suis comme Débilocratie, je sais qu'à un moment donné, ça va prendre. On a beaucoup de signaux très encourageants. Débilo, est-ce que tu pourrais éventuellement prendre pendant 1 heure le co-hosting du Space, même si Paul-Antoine reste pas, mais s'il y en a qui veulent continuer à s'exprimer, sinon je vais devoir fermer le Space. Parce que même Paul-Antoine n'a pas prévu de rester au-delà là, de 21h. Toute dernière ? Oui, exact. Ouais, je pars. Super, ok, il est d'accord. Je l'ai un peu poussé, alors ça sera vraiment la dernière. Hein. moi je m'en vais aussi, je reviens dans 3 quarts d'heure, 1 heure. Et d'ailleurs, c'est pas pour dîner, hein, j'ai vraiment une obligation. Souvent, je reste et je dîne après. Je vous embrasse. À tout à l'heure. Au revoir. Oui, bonsoir Paul-Antoine Martin, bonsoir. Au chrono. Donc oui, j'ai dû quitter à 20h et je viens de rentrer. Donc j'avais une question, parce que d'abord, j'apprécie beaucoup le regard pénétrant que vous avez à travers vos posts sur les événements et la situation. Et je voulais... Alors,
j'entendais parler de pervers avant de partir et encore parler de pervers là. Donc, je ne sais pas ce que je vais dire, si ça va être en résonance ou en doublon avec ce qui a déjà été dit. Mais juste pour terminer le sujet pervers, je crois qu'il ne faut pas penser qu'ils sont tous pervers. D'abord, les pervers, c'est très intelligent. Et je pense que dans cette classe dirigeante, ils ne sont pas si intelligents que ça, en dehors de quelques-uns. Effectivement, ils forment le terreau pour les pervers narcissiques qui permettent aux pervers narcissiques, dont Macron, je pense, est un exemple parfait, de s'exprimer. Mais ils ne sont pas tous pervers. J'ai entendu ma question pour y arriver, Paul-Antoine, c'était, vous avez parlé de dissonance cognitive au début. Il disait qu'il y avait une dissonance cognitive entre ces gens-là en haut et ceux d'en bas. Je pense que c'est bien plus qu'une dissonance cognitive. Je pense qu'il y a un décalage fondamental. Alors, je vais utiliser un mot paradigme, mais disons de gouvernance. Je pense que les citoyens sont toujours dans un mode de gouvernance politique où il y a des élus, où ils pensent qu'ils ont un pouvoir d'influencer sur l'essentiel qui concerne la collectivité, la nation, le pays et leur vie quotidienne. Mais je pense que le problème fondamental, c'est que les citoyens se sont... Alors, ils le sentent, parce que je pense que c'est la cause du malaise profond, ils ont été dépossédés de l'essentiel. Ils ont été dépossédés du politique. Pas de la politique, mais du politique. Dans le sens où ils ont perdu le pouvoir de peser sur les choses essentielles qui sont le politique, c'est-à-dire le destin du pays, de la collectivité à nouveau, et le type de société dans laquelle ils veulent vivre, et leur vie dans cette société. Et cette dépossession, elle s'est faite et elle a été remplacée par la politique qui est en fait de la com. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit tweet pour dire en fait ce qui se passe, les politiques qui sont dans la classe gouvernante sont un peu comme les cadres dirigeants d'une grande entreprise. Ils fonctionnent selon la même gouvernance d'une grande entreprise qui n'est évidemment pas de respecter la volonté des employés, mais bien l'intérêt des grands actionnaires et des cadres dirigeants, direction générale, comité exécutif, etc. Et c'est là, à mon avis, où il y a le schisme et un décalage qui fait, en fait, ces deux mondes ne peuvent plus se comprendre. Et je réagis toujours quand j'entends dire ils sont incompétents ou ils sont déconnectés. Pas du tout. Pas du tout. Les cadres de grandes entreprises. Alors, je ne connais pas le modèle des fonctionnaires du haut fonctionnariat que vous décrivez, mais je connais très très bien de l'intérieur l'équivalent au niveau direction dans les grandes entreprises et tout particulièrement les sujets de gouvernance. Et je pense qu'il y a un parallèle assez frappant entre les deux. Mais ces gens-là ne sont pas connectés. Ils ne cherchent pas à se connecter avec les employés. Ils se connectent suffisamment avec les employés pour partager les valeurs et faire la communication qui va bien pour faire adhérer les employés aux valeurs de l'entreprise et au plan stratégique de l'entreprise, aux objectifs stratégiques, aux objectifs opérationnels annuels de l'entreprise, dont les employés les plus gradés, entre guillemets, ça va du petit chef au cadre moyen, au cadre sup, etc., sont rémunérés par un bonus. Donc, il n'y a pas, je pense, il y a une incompréhension et les citoyens se sont fait déposséder. Et donc, ce qui est terrible, parce que vous disiez à juste titre qu'ils se laissent diviser, etc., mais c'est assez accablant de voir le débat à quel niveau il est. Il est sur des choses secondaires. Le débat est sur des choses secondaires, dérisoires, et surtout sur des personnalités politiques. J'utilise le terme personnalité, ça m'écorche un peu la bouche, parce que je ne vois aucune personnalité dans les gens qui nous dirigent ou qui aspirent à nous diriger. Ce sont de minables petits carriéristes qui ont le pouvoir et qui se sentent tout puissants parce qu'ils ont le pouvoir, mais on ne peut pas légitimement parler de personnalité qui suppose du caractère, de l'intelligence, etc. Voilà. Donc ma question, pour agir, qui était l'autre point, comment peut-on agir ? Bien sûr, on cherche tous à agir, et peut-être avez-vous trouvé une solution dans l'heure où j'étais absent, mais comment peut-on agir sans comprendre pourquoi on n'a pas agi alors qu'on s'enfonce dans ces sables mouvants depuis une quarantaine d'années? Et tout particulièrement, comment analysez-vous, Paul-Antoine, le fait que un des éléments majeurs qui était dans la prérogative de la volonté du peuple, qui était l'expression du non à l'Union européenne, comment expliquez-vous que les gens n'aient pas réagi? Et comment, deuxième question, comment pensez-vous, qu'est-ce qui fait que maintenant, ayant abdiqué le dernier élément de souveraineté populaire, ils soient capables de le regagner? Merci.
Beaucoup de sujets en deux questions. Alors déjà, on a évoqué plein de choses hein, dans l'heure où vous étiez absent. Donc je vais pas les reprendre, mais par exemple, ne serait-ce que lors de la dernière intervention de Débilocratie, on a dit il y a des choses très très intéressantes qui ont été dites, et je pense que ça répond déjà pas mal à vos deux questions. Mais on est globalement d'accord avec tout ça. Moi, je suis d'accord aussi que à la tête des grandes entreprises, on retrouve un fonctionnement assez semblable avec la haute fonction publique, ce qui est tout à fait normal aussi parce que 40% des conseils d'administration des entreprises privées sont aujourd'hui, des grandes entreprises privées du CAC 40 sont aujourd'hui trustées par la haute fonction publique. Donc, et puis la haute fonction publique, il faut voir aussi, c'est qu'elle est fascinée par le management dans le privé. Donc, ce monde se rejoint et de toute façon, les grands managers, entre guillemets, des grandes entreprises sont issus aussi des grands corps d'État. Donc, quand on parlait d'entre-soi tout à l'heure, on retrouve toutes ces personnes dans les mêmes sphères. Pourquoi la population ne réagit pas? Parce qu'à mon sens, c'est qu'elle est dans un état de sidération et qu'elle n'est plus en capacité non plus de créer par elle-même un projet, de savoir non plus ce qu'elle veut. Et puis, elle croit aussi. Alors, quand je parlais de dissonance cognitive, je parlais de l'incapacité souvent de comprendre comment fonctionnent ces dirigeants qui peuvent être pervers. Et c'est là que je mettais de la dissonance cognitive, pas dans ce que vous évoquiez. Moi, je crois de façon très 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 claire aujourd'hui que il y a un manque, en tout cas, de capacité à penser. On ne fait pas masse critique. Ceux qui peuvent effectivement penser par eux-mêmes, aujourd'hui ne font pas masse critique. Ils feront masse critique à un moment donné, à mon avis, c'est ce qu'on disait aussi avec Débilocratie, par les réseaux, par la remise par la recréation du lien, et c'est ça qui fera à un moment donné renverser. Mais on est aussi dans une course contre la montre, renverser les tendances. Parce qu'on s'oriente de plus en plus, comme les pervers aujourd'hui qui sont au pouvoir, ce qu'ils veulent, c'est le statu quo. Le statu quo de leur pouvoir, voire même l'étendre parce que c'est faire de mieux le pervers, c'est-à-dire diviser, atomiser, pour maîtriser en ayant tout divisé. Donc il est dans cette non. En tout cas, on a à résister à ça. Si aujourd'hui on peut se dire résistant, c'est résister à ça. Voilà, je pense que ça peut être un mot intéressant de ce soir. On doit résister à cette atomisation et on y résiste en pensant par nous-mêmes et en recréant du lien. Mais sans ça, je pense que, comme disait Édouard Philippe, et ça passe. On a fait ça, et ça passe, et ça passe, et ça passe. Voilà, c'est ça c'est ça aujourd'hui que même eux sont étonnés de voir à quel point ça passe. Vous voyez ? Et puis tant qu'on les laissera faire, ils continueront à aller jusqu'au bout de leur démarche. Hein. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, je dis souvent que en fait, pour combattre un ennemi, il faut essayer de comprendre quels sont ses objectifs. Oui. Et quand l'objectif de l'ennemi, c'est 1, de diviser, 2, de générer un sentiment d'impuissance, il y a deux actions qu'il faut... Oui, la sidération avec cette notion de peur. Mais la peur est une émotion. Par contre, le fait d'être divisé et d'être dans un sentiment d'impuissance, ça se combat assez facilement. Ils veulent nous diviser, eh bien, rejetons cette division en allant nous rapprocher de ceux avec qui ils veulent nous diviser. Pour faire très simple, si ils vont me diviser de mon ennemi idéologique, je dois me rapprocher de celui-ci pour combattre mon ennemi systémique. Et puis, le sentiment d'impuissance, comment est-ce qu'on le combat? C'est en faisant, comme avait dit AN Citoyenne, l'action, c'est ce qui combat le sentiment d'impuissance. Aussi petites soient les actions, elles combattent ce sentiment. Si je peux me permettre, Débilocratie, je crois que l'objectif, je vais vous laisser. C'est le pouvoir. Alors, oui, attends, Ur von Rur, je vais demander 2 secondes parce qu'effectivement, il y a Paul-Antoine qui
qui doit Oui, merci, se Paul-Antoine. libérer. Alors effectivement, bon, Fred n'est pas là, mais je sais que, bien entendu, il te remercie de ta présence. Moi, je n'ai pas pu tout écouter, mais je l'écouterai plus tard. Et je te remercie également au nom de tous les auditeurs et intervenants. C'était passionnant et merci beaucoup pour toutes vos interventions. Moi, c'est extrêmement enrichissant. Extrêmement enrichissant. Merci beaucoup. Ça l'a été, je pense, de façon partagée. Donc, merci beaucoup pour ta présence et à à une prochaine fois sur de prochains Space. À bientôt. Merci beaucoup.